Nouveau jour, nouveau numéro de votre émission Bonjour le Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de toujours nous préférer. C'est encore parti pour un cocktail explosif ce matin, de bonne humeur, de découverte et également d'actualité. Ce matin, dans la rubrique politique, nous abordons quelques actualités au plan national, mais à travers le regard de nos concitoyens vivant à l'étranger. Pour en parler, on reçoit pour vous un Béninois de la diaspora afin de recueillir son analyse et son point de vue sur les récents événements qui ont secoué l'actualité. Nous parlerons également d'un portrait. Nous ferons le portrait d'une sportive béninoise de renom. Marie-Stella Odounlami est karatéka internationale et dans cette émission, plein feu sera mis sur son parcours et également ses exploits. Ce sera avec Ghislaine Adimi. La rubrique éducation aux médias de ce jour sera dédiée à un phénomène inquiétant mais en pleine expansion. À l'ère des réseaux sociaux, il est utile de connaître ces manifestations, mais également de savoir comment s'en protéger. Il s'agit du cyberharcèlement. Restez donc connectés. Mais 7 heures, c'est avant tout le bulletin d'information. Génial Afouda, Monsi Agboka nous en livre la substance. Bienvenue à toutes et à tous. Une note sur la présidentielle pour ouvrir ce bulletin. Les deux duos de candidats sont désormais fixés sur leur position sur le bulletin de vote. La Sénat a procédé ce mardi au tirage au sort à son siège. C'était en présence des deux candidats à la vice-présidence, Mariam Tchabi-Talata et Roch Rouanon. Je vous invite à suivre un extrait des propos du président de la Sénat. Il est au micro de Jérôme Mumbo. Il y a de cela environ 2 mois que la Sénat a validé la candidature de 2 duos. Depuis ce temps, nous avons gelé ces dossiers pour nous occuper spécialement des élections couplées législatives et communales. Ayant donné déjà les résultats des élections législatives et conformément à notre chronogramme, aujourd'hui, nous reprenons le dossier d'élection présidentielle. Il est tout tiède encore dans nos mains, il ne s'est pas refroidi. Et la première activité, c'est celle que chacun de nous connaît, c'est de pouvoir aujourd'hui positionner les logos de chaque duo sur le futur bulletin de vote. Vous serez invités à nouveau pour voir si nous avons respecté d'abord les positions, si on a respecté les couleurs de vos logos et tout le reste qui va suivre à l'intérieur, qui sera des signes spécifiques à la Sénat. C'est un nouvel échiquier qui se recompose avec des pions inamovibles, certains qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Le Parlement béninois entre dans une nouvelle ère avec en toile de fond des attentes populaires et des défis législatifs majeurs. La probable configuration politique du prochain Parlement est connue. Alors, quelles vont en être les implications et surtout quel équilibre vont façonner les débats entre l'UPR et le BR? Élément de réponse avec Lénaïk Agbazaou et Élisée Desbriens. Sous réserve d'éventuels recours, 41 néo-députés vont désormais arpenter les couloirs de l'hémicycle à Porto Novo. 60 parlementaires de la 9e législature effectuent leur comeback, tout comme certains anciens députés des législatures précédentes qui signent leur retour au sein de la représentation nationale. Les anciens qui ont été réédités à l'Assemblée nationale, qui ont été repositionnés, qui ont la chance aujourd'hui de siéger au Parlement, constituent la mémoire institutionnelle. Parce que, vous savez, la pratique parlementaire, c'est une expérience. Il y a des courants politiques, il y a des stratégies, il y a les logiques qui se défendent. Et il faut être dans le feu de l'action pour comprendre comment ça se fait. Les nouveaux venus, qui ne sont pas totalement, tous des nouveaux, constituent là une énergie fraîche. La 10e législature affiche au compteur 60 députés pour l'Union progressiste Le Renouveau et 49 pour le Bloc républicain. Elle sera essentiellement animée par des forces politiques de la mouvance présidentielle au sein desquelles figurent 6 députés transfuges du parti d'opposition, les démocrates, qui portent désormais un nouveau manteau politique. Peut-être que c'est dans leur camp que va se mêler un peu la contradiction.
Tasser ce parlement de monocolore, c'est peut-être exagéré. Ce qui est monocolore, c'est ce qui a une seule couleur. À l'intérieur, aujourd'hui, vous avez les jaunes, l'UPR, et vous avez les verts, le BR. Donc, il y aura certainement de la contradiction dans les normes. Il y aura également des clivages à l'intérieur des groupes, parce que sur des questions essentielles, tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même position. Donc aujourd'hui, on pourrait sans doute comprendre que cette configuration, avec l'entrée de ces 6 députés de l'opposition, constitue la trajectoire de notre démocratie, qui est, on peut le dire ainsi, une trajectoire, oui, surprenante, mais à la fois bénie. Sur 7 membres du bureau, l'UPR prendra probablement 4 contre 3 pour les autres. Vous avez 5 présidents de commission. L'UPR en prendra 3 contre 2 pour les autres. Vous avez les répartitions à faire dans les autres institutions comme le Parlement de la CEDEAO, le Parlement de l'UEMOA. C'est une répartition synchronisée et très complémentaire qui se fera entre les 2 groupes. Cette photographie de la 10e législature se précise avec des défis qui pointent à l'horizon politique. Le premier défi, c'est de rapprocher cette institution des populations à partir des lois qui reflètent véritablement le vécu, le quotidien des Béninois. Et aussi, il faut renforcer les acquis. Ce Parlement est le tout premier appelé à siéger au lendemain des amendements constitutionnels de novembre 2025. Les représentants du peuple qui le composent seront installés le dimanche 8 février prochain. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier dernier. Les partis politiques ont 10 jours à compter du verdict, justement, voilà, de la Cour pour formuler d'éventuels recours. En attendant, les voix de l'expérience se font entendre. Entre bilan institutionnel, enjeux de gouvernance et avenir du débat démocratique, plusieurs anciens ministres analysent une Assemblée nationale dominée par la mouvance présidentielle. On les suit au micro de Marcel Arrossi et Igor Ayosso. Généralement en Afrique et plus précisément dans notre pays, l'opposition c'est par rapport à un individu. Et je crois que c'est ce que le président Talon expliquait lorsqu'il avait rencontré les jeunes en disant que s'il y a une différence l'UPR, BR, démocrate, voire FCBE, juste parce que pour lui, l'opposition actuelle, c'est par rapport à sa personne, par rapport à sa gouvernance. Et il s'engage à partir. Actuellement, ce sont les partis de la mouvance qui portent le candidat actuel. Mais n'oubliez pas que ça s'est toujours passé comme ça. Et que c'est une fois installé au pouvoir que les recompositions par rapport à la mouvance, à l'opposition, ça se dessine. Sinon, pour le moment, je peux dire que BR et UPR, c'est par rapport d'abord au président sortant qui est là maintenant. Les élections, c'est comme un match de football, c'est un jeu. Dès que vous connaissez les règles du jeu, si vous acceptez participer, c'est que vous acceptez que le reste s'applique à vous et ça s'est appliqué. Bon, si par miracle, les démocrates avaient obtenu les 20% dans toutes les circonscriptions, ils vont se vanter de dire que véritablement ils sont les partis du peuple, comme ils ont l'habitude de le dire. Mais je crois que le peuple a tranché. Et n'oublions pas que c'est un scrutin double, mais en réalité c'est triple. Et c'est des scrutins de proximité. Ce qui est caché derrière les élections communales municipales, c'est le choix des chefs de quartier et chefs de village. Au cœur du peuple, la parole se fait aussi entendre. À Abomey et Boycon, un sentiment de satisfaction se dégage globalement dans le rang des citoyens. Beaucoup saluent le bon déroulement du processus. Idem du côté de Porto Novo, où les citoyens expriment eux aussi l'espoir d'une législature tournée vers le développement et la paix. On les écoute. Nous savons tous que c'est la première fois que nous avons organisé au Bénin des élections couplées. On attendait les résultats des 2 élections. Mais on a eu quand même les résultats des élections législatives. Pour moi, c'est avec satisfaction que j'ai reçu cela. D'ailleurs, le taux de participation est très satisfaisant.
vu les événements qui se sont passés, vu les comportements de certains citoyens, vu le sabotage, vu tout ce qu'on a vécu antérieurement avant les élections. L'appréciation que je donne particulièrement à ces élections et à ce résultat obtenu, moi je pense que c'est satisfaisant de mon côté. Pour les partis d'opposition, je pense que c'est le peuple qui en a décidé. Si c'était qu'ils étaient appréciés par le peuple, les résultats seraient autres. Mais du fait que le peuple a déjà décidé, je pense que les résultats n'ont rien à voir avec la Sénat. C'est le peuple qui a vraiment décidé. Moi, je suis fier de le pourcentage qui est sorti quand même. On ne peut pas dire que ce n'est pas mal, on ne peut pas dire que c'est encore chose là, mauvais. Les gens, ils ont sorti quand même. Ils ont sorti pour voter. Bon, moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que ce que j'attendais de mon parti n'était pas ça. Je m'attendais à ce que mon parti sorte. C'est un parti que j'aime et je veux que mon parti soit à la tête pour l'élection. Intéressons-nous à présent à l'agriculture béninoise qui affiche des résultats concrets. Dans le Borgou et la Liborie, les acteurs plaident pour la continuité afin de préserver et renforcer les acquis. C'est à travers une conférence itinérante de la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés. Elle s'est tenue à Komi-Guéa. Le point, ce sera avec Ronald Robinson et Elviga Messon. Il y a 10 ans, l'agriculture béninoise cherchait encore son rythme. Aujourd'hui, sur le terrain, une autre réalité s'impose. Une méthode, une vision et surtout des territoires qui produisent. Dans ce département, nous avons près de 2800 hectares aménagés pour l'agropastoralisme. Mais les programmes en perspective prévoient plus de 1500 hectares pour les 3 années à venir pour le Borgou. Vous allez laisser ça passer? Nous sommes maintenant en mesure de financer et d'accompagner les initiatives paysannes pour avoir des unités de transformation. Et c'est là l'agro-business. Nous avons des projets de 100 milliards, 215 milliards au niveau de ce département, surtout pour fouetter la transformation domestique, créer de la valeur ajoutée au niveau de nos villes, sédentariser nos jeunes pour qu'ils restent et qu'ils travaillent au niveau de leur communauté se développe. Dans le Nord, les résultats parlent d'eux-mêmes et suscitent une nette adhésion des producteurs. La Liborie est le bastion du coton. Avant, nous sollicitions les tracteurs dans les pays voisins, notamment le Nigeria et le Ghana. Mais aujourd'hui, avec la mécanisation, la Liborie dispose de ses propres tracteurs. Et de même, la Liborie est le bastion de production du riz. Avec les projets mis en place, notamment le PNDF, viande et lait, la Liborie a amélioré ses niveaux de cheptel. Donc la Liborie est satisfaite des pas qui ont été franchis depuis 2016. Ces évolutions ont permis au monde agricole de s'affranchir progressivement d'une logique de subsistance pour s'inscrire dans une dynamique de performance, de compétitivité et de professionnalisation. Le développement agricole du Bénin est en marche et le Borgou y joue un rôle majeur. Sur le terrain, une conviction se dégage. Consolider les acquis, préserver la stabilité et continuer à bâtir une agriculture forte, productive et tournée vers l'avenir. Nous sommes en janvier après l'euphorie des fêtes et bien place souvent à la fatigue, aux charges financières et à un certain ralentissement du moral. C'est dans ce contexte qu'apparaît ce que l'on appelle le Blue Monday. Alors, concrètement, s'agit-il d'un moment de tristesse passagère ou d'un véritable enjeu de santé mentale? Christelle Tongodo, Filiano Gbogblenu et Patrick Imanvo nous en parlent. Le 3e lundi du mois de janvier est pointé du doigt comme le jour le plus difficile de l'année. Mais derrière cette étiquette médiatique, que vivent réellement ceux qui le traversent? Pour le découvrir, nous avons suivi une consultation auprès d'une patiente afin de comprendre son expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Un matin, à force de lui dire de prendre, il va éclater. Je suis venue voir les psychologues parce que j'ai quelques difficultés financières après avoir fêté. Je redoute le stress et la dépression par manque d'argent. Le Blue Monday, simple concept médiatique ou véritable problème de santé mentale pour le professionnel, la réponse est sans ambiguïté.
d'où vient l'idée de Blue Monday? C'est un psychologue britannique du nom de Cliff Arnall qui s'est rendu compte que le 3e lundi du mois de janvier est le jour le plus contraignant. Les facteurs qu'il a retenus sont les suivants. La première chose, c'est la difficulté financière. Nous sommes 3e semaine du mois de janvier, lequel mois a été un mois de fête pour lequel on a déjà perçu les salaires et les revenus depuis le mois de décembre. Donc, du coup, vers le 19 ou 20, qui constitue le 3e lundi, les gens ne sont plus solides financièrement, les portefeuilles sont vides. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, il se fait que sous d'autres cieux, en Occident, c'est le moment où l'hiver atteint son paroxysme. Les gens ne peuvent pas sortir. Donc, tout le monde s'enferme chez lui. Et donc, lui, il a utilisé ça comme un concept commercial, marketing, pour inviter justement les gens à sortir faire le ski, ce qui constituait la seule distraction qui puisse exister en ce moment-là. Les dépenses après les fêtes influencent-elles véritablement les familles, notamment sur le plan moral? C'est une situation isolée. C'est seulement le mois de janvier qui a cette caractéristique. Tous les autres mois, on planifie ses dépenses et on couvre tout le mois. Donc, en principe, ça ne devrait pas être un véritable problème, sauf s'il y avait des antécédents au sein de cette famille-là ou au niveau d'une personne donnée. En psychologie clinique, on dit que aucune situation n'a de valeur que ce que l'individu lui donne. Si des gens se disent ce jour-là est un jour ou le jour le plus déprimant, ça pourrait véritablement devenir un jour déprimant pour eux. Sinon, a priori, aucun jour n'est supposé avoir une quelconque coloration dans la vie d'un être humain. Et comment distinguer un coup de blues d'une véritable dépression? Alors, la dépression véritable a des signes et des symptômes classiques. Et les premiers éléments qui constituent une triade, c'est l'insomnie. Lorsque la personne, dépassée par les événements de la vie, ne peut plus dormir, il y a un problème. Lorsque la personne, dépassée par les événements de la vie, n'a plus d'appétit, bascule dans l'anorexie, il y a un problème. Lorsque la personne, au décours des choses de la vie, ne peut plus se concentrer pour travailler, pour faire ses loisirs et les plaisirs, ça pose un problème. Donc, cette triade-là constitue déjà un élément évocateur d'une dépression à venir. C'est vrai que ce n'est pas encore la dépression grave, parce que quand on rentre dans la dépression, il y a des stades. Il y a le niveau primaire, le niveau secondaire, le niveau tertiaire. Mais lorsqu'on atteint le niveau tertiaire, c'est qu'on est en train de basculer progressivement vers la psychopathologie qui malheureusement est dangereuse. Entre le vécu de ceux qui le ressentent et l'explication du spécialiste, le Blue Monday apparaît moins comme une légende qu'une réalité à prendre au sérieux. Comprendre, écouter et accompagner, c'est la meilleure façon de traverser ce jour en toute sérénité. Le ministre des Sports a assisté hier après-midi à la séance d'entraînement des Guépards à l'Arena de Kigali. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN Rwanda 2026 de handball, messieurs, sa présence apparaît comme un soutien du gouvernement à la sélection nationale. Edmond Hongbo, Hospice Métoli, Setonji. À quelques heures de leur entrée en lice à Kigali, les Guépards reçoivent un soutien de poids. Le ministre des Sports, Benoît Dato, est venu rappeler que cette participation est historique. Nous voudrions compter sur vous et vous dire combien nous sommes fiers déjà d'être présents et combien nous attendons de vous, beaucoup de détermination, beaucoup de résilience. Donnez-nous plaisir, donnez-nous envie de continuer à croire. Message clair au sommet de l'État, accompagner les disciplines qui gagnent et qui progressent. Nous avons des objectifs clairs, c'est de faire de notre nation une grande nation sportive et je pense que grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à vos contributions, votre détermination, nous allons y arriver. À vous de faire en sorte que nos jeunes frères, vos enfants pour certains qui vous regardent, prennent du plaisir, aient envie de pratiquer cette discipline. Sankara et ses coéquipiers le savent. L'enjeu est immense. Nous sommes vraiment très heureux, monsieur le ministre, de vous avoir avec nous ce soir. C'est un réel plaisir, on ne s'y attendait pas. Et nous vous promettons de donner le meilleur de nous sur le terrain afin de rendre la nation béninoise très fière. Dans un groupe D relevé avec le Maroc, le Cap-Vert et le Congo, les Guépards ouvrent le bal ce mercredi face aux Lions de l'Atlas à 13h30, heure de Cotonou.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. C'est à vous, Jennifer. Merci à vous, Génial Afouda Monsi Agboka. On se retrouve demain, mesdames, messieurs. Bonjour le Bénin se poursuit. On installe tout de suite la rubrique politique. Ces dernières semaines, l'actualité béninoise a été particulièrement dense du processus électoral ayant conduit aux élections couplées législatives et communales, aux résultats proclamés et validés par la Cour constitutionnelle, en passant par des événements majeurs de rayonnement culturel comme les Vaudondaises. Le pays a vécu une séquence importante, à la fois politique, institutionnelle, mais aussi culturelle. Comment cette actualité est-elle perçue par la diaspora ? On en parle et nous recevons pour cela un Béninois vivant en France. Il s'agit de Aristide Armand Adjibi. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes président d'association, mais également acteur politique. Et depuis la France, vous avez certainement suivi tout le processus électoral, puisque c'est par là qu'on va commencer, ayant conduit justement aux élections législatives et communales. Quelle appréciation en faites-vous? Oui, tout à fait, depuis la France. Mais en réalité, on était sur le terrain. Hein. On était sur le terrain pendant les activités politiques. Mais la perception générale de nos compatriotes, de nos camarades de lutte, puisqu'on parle de politique, celle-là, je peux vous la transmettre parce que tout est passé en toute sérénité déjà. Ça, c'est très important. Il faut dire simplement qu'il y a eu une maîtrise du processus en amont et en aval, puisque nous vivons encore, ne serait-ce que les résultats, Absolument. Les communaux, ça va suivre bientôt. L'image qu'incarne en fait cette gouvernance, cette manière de faire, elle est très bien appréciée par les compatriotes de la diaspora et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce qui nous incite, nous aussi, à non seulement être observateurs, mais acteurs. Et justement, ces élections qui étaient couplées, législatives et communales, pensez-vous que c'était un challenge? Est-ce que c'était différent? Ben, vous l'avez dit, c'est tout à fait un challenge, un réel challenge, puisque c'est la toute première qui se passe dans notre pays. Quand on parle d'élections couplées, il faut d'abord féliciter tous les organes en amont qui ont fait ce travail-là. Il faut féliciter aussi l'adaptabilité des partis politiques à ce processus-là. Et la période, c'est une période très charnière parce que c'est une période festive d'abord. Vous avez parlé de Vodou Days. Il y a pas mal d'activités qui se mélangeaient pendant cette période-là. Et c'est surtout que les services de sûreté et de sécurité ont joué un rôle très important parce que tout est passé en toute sérénité. On a vu les citoyens qui sont déplacés pour assumer leurs devoirs. Et justement, quand vous étiez sur le terrain, vous avez tenu certainement à faire le déplacement pour accomplir votre devoir. Mais lorsqu'on est de l'autre côté, comment est-ce qu'on participe justement à cette, je dirais, à encourager tout ce qui se fait ici? Oui, par devoir citoyen, déjà, quand on aime son pays, bien entendu, on a cette tendance-là à se déplacer, à venir au pays. Parce que la politique, en réalité... Tout le monde n'a peut-être pas pu également. Je suis d'accord avec vous, mais la politique, en réalité, ça se fait sur le terrain ici. Néanmoins, quand je parle de militantisme, des choses peuvent se faire aussi de l'autre côté. Parce qu'on peut participer à la densification des différents partis politiques à l'extérieur, parce que les différents partis, bien entendu, ils ont des coordinations de la diaspora. Mais en fait, tout ce qui se conçut là-bas, en fait, toute la conception, il faut la transmettre ici au Bénin. C'est pour ça que la perception des choses depuis l'extérieur, c'est une bonne chose, mais aussi l'implication dans les travaux qui sont sur le terrain, celle-là, elle est primordiale, je pense. Absolument. Et les résultats sont connus. La Cour constitutionnelle a d'ailleurs validé tout ce qui a été dit et il va siéger désormais à l'Assemblée nationale les deux partis de la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de différent? Ce n'est pas une surprise. Je dirais même que c'était prévisible. Parce qu'il y a des règles qu'il fallait respecter simplement. Il y a des préalables qu'il fallait faire aussi. Quand on parle d'accord de gouvernance, par exemple, c'en est un exemple. Hein. Et le problème, en fait, c'est gouverner, c'est anticiper. De la même manière, au sein des partis politiques, cette essence-là, ça doit être porté. Donc, on n'a pas vu des partis politiques qui ont anticipé. Donc, ils auraient été dans l'anticipation qu'aujourd'hui, on aura plus d'une variété en fait, de représentation au sein du Parlement. Néanmoins,
l'esprit du système partisan, ce n'est que la preuve, hein, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La loi est une chose, mais l'esprit aussi de la loi et des réformes en est une autre. Il va falloir simplement que les politiques en général s'adaptent au nouveau contexte en fait, politique qui existe aujourd'hui au Bénin. Le passé reste le passé. Les pratiques du passé, il faut commencer à les ignorer à un moment donné et regarder plutôt de l'avant et préparer la relève, préparer une génération qui soit aguerrie de la politique réelle. Et donc aujourd'hui, le Bénin semble se donner un modèle. Tout le monde devrait être ensemble pour s'adapter en fait à ce nouveau processus. Donc ce que nous voyons aujourd'hui dans les résultats, ce n'est que les conséquences du travail qui a été fait en amont, tout au moins par les personnes qui sont à guérir de la politique et qui jouent le vrai rôle politique, on va dire. Et justement, parlant de cette sensibilisation, avant de poursuivre avec cette actualité, est-ce qu'il y a ce travail de veille? Vous êtes en France certainement, mais est-ce que vous avez peut-être des contacts dans d'autres pays pour savoir si le même message est porté, je dirais, sur le terrain pour accompagner cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes? Les Béninois de la diaspora sont très mobilisés parce que, d'abord, pas fierté. Hein. Ce qui se passe dans notre pays maintenant, c'est une évidence. D'accord? Et donc, tout le monde devait apporter sa pierre à l'édifice. En France, d'accord, mais dans les autres continents et dans les autres pays, il y a une forte mobilisation. Moi, je me rappelle encore, même avant les campagnes, il y avait déjà pas mal de Béninois de la diaspora qui étaient sur le terrain. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est très incitatif. Vous voyez? Donc, je félicite au passage hein, le gouvernement et nos institutions qui jouent quand même ce rôle ferme et exemplaire. Donc, on le voit dans les résultats, on le voit dans les pratiques et nous, on ne demande que ça pour pouvoir revenir au percail pour accompagner tout ce qui se fait de bien. Voilà. Alors, revenons justement à cette question que vous abordiez. Malheureusement, certains partis, dont l'opposition, les démocrates et bien d'autres, n'ont pas pu se faire une place dans cette assemblée. On peut citer également Mouel Bénin, FCBE. Où est-ce que déjà ils ont failli avant de voir comment se projeter, comme vous le dites, pour accompagner ce qui se fait maintenant? Ben, je disais tantôt que c'est une question d'anticipation. Et quand on veut apporter quelque chose au Bénin, la politique, elle doit être positive. On doit commencer à faire des politiques d'exemplarité. C'est-à-dire une politique d'exemplarité, simplement, c'est le citoyen lambda doit avoir confiance à nos politiques. D'accord? Dans les actes, dans les manières de faire des choses et aussi, surtout, dans on va dire, les projections de l'avenir de la nation. D'accord? Il ne faut pas y aller vide. D'accord? Il faut se mettre ensemble. Il faut encore une fois anticiper tout ce processus-là. Donc, les citoyens doivent être confiants de nos acteurs. S'ils n'ont pas une certaine confiance à nos acteurs, c'est sûr que ça va aller en branle. Alors, ce qui pêche, en fait, c'est que nos politiques, pour certains encore, hein, ils ont du mal à sortir des anciennes pratiques. Vous voyez, il faut que les donnes ont changé. Donc, il faut que les hommes aussi changent derrière. Et si les hommes ne changent pas, il n'y aura pas de développement. Voilà, c'est là où il y a le vrai péché. Et donc, aujourd'hui, il faut suivre une certaine ligne. Bon, je sais qu'il y a des jargons qui existent partout où il faut rentrer, comme on le dit, mais en réalité, c'est qu'il faut être un politique très, on va dire, objectif, voyez, et suivre en fait le nouveau modèle qui est en train de se construire aujourd'hui au Bénin. Donc si on suit ce modèle-là, il n'y a pas de raison. Parce que la politique d'exemplarité, c'est celle qui permettra à tous les Béninois lambda, aux générations montantes, d'avoir envie d'y aller aussi. Donc il faut le faire avec sacrifice, avec détermination et avec beaucoup de patriotisme en fait. Des exemples concrets, comment rattraper le tir à présent? Comment justement rejoindre cette vague-là? Est-ce que ce n'est pas un peu abandonner leurs idéaux qu'ils ont toujours défendus? Ce n'est pas trop tard encore. Tout ce qui fait aujourd'hui politiquement au Bénin est à titre expérimental. Et quand on n'essaye pas, on ne sait pas où on va. Donc on est dans cette expérience-là. Alors, ceux qui sont élus, par exemple, on a des députés, hein, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un certain panaché de représentativité en fait, au niveau de l'hémicycle. Ça va être pareil aussi au niveau de la gouvernance locale quand on va proclamer les résultats des communaux. Alors, il faudrait simplement que ces gens-là puissent commencer à faire les choses bien, d'accord, dans l'esprit patriotique, je l'ai dit déjà, et dans l'esprit sacrificiel, en fait. Ne pas toujours... Moi j'aimerais que vous mettiez les mots sur les idées. Est-ce que c'est ne pas s'arrêter à
fustiger et entrer dans l'accompagnement? Je veux qu'on soit clair sur ce plateau. Bah alors, ça va se faire au niveau des partis politiques. D'accord. Vous voyez, dans les réformes du système partisan, il y a tout un contenu. D'accord? Il y a ce qu'on appelle formation, il y a ce qu'on appelle le travail de terrain, il y a ce qu'on appelle la communication également, il y a aussi la structuration à la base. Vous voyez? Donc, je parlais d'expérience. Ce qui s'est passé pour ces élections-là, c'est toute une première. Parce que moi, j'étais sur le terrain. Et quand on va sur le terrain, on voit qu'il y a une nouveauté. Hein? L'approche politique avec les citoyens lambda, c'est totalement différent cette fois-ci. Et donc, ils captent déjà, ils cernent déjà le dispositif, comment... Ça dit, on présage déjà l'avenir politique du Bénin par ce qui se fait aujourd'hui concrètement. Donc, le travail de terrain, la formation, la communication, la structuration. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller dans l'applicabilité des réformes du système partisan. Alors, tout ne sera pas parfait. On est en apprentissage. Donc, les politiques aujourd'hui, pour ceux qui seront représentatifs, ils seront en apprentissage. Et après, ça peut traîner maintenant la masse et donner envie au Béninois lambda d'aller en politique et de faire la politique. Absolument. Alors, il y a un mot qui capte mon attention. Vous parlez tout le temps de changement, de fierté. Oui. Et je vous sais également assez engagé dans certaines actions pour accompagner un peu tout ce qui se fait. Mais est-ce que cette fierté dont vous parlez, ce changement que vous évoquez, sont venus suite à, je dirais, certains actes, certaines actions? Qu'est-ce qui a concrètement déclencher cette vague de soutien? Si je vous crois, puisque moi je ne suis pas béninois de la diaspora, si je vous crois et qu'il y a toute cette mobilisation pour davantage porter ce qui se fait. Ben, je veux vous dire, vous savez, le PAG 1, c'était en janvier 2017. Je retourne un peu dans le passé. Moi, je l'ai regardé dans son entièreté. Et c'est là que j'ai adoubé totalement la méthode. Puisque quand on dit aux yeux, au vu de tout le monde ce qu'on va faire, alors on va chercher les moyens pour le faire. Il n'y aurait pas eu peut-être cette méthode qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Après, il y a eu des améliorations avec le PAG2. Mais ce n'est pas tout. C'est que les personnes aguerries encore, ou les politiques, ou le gouvernement, simplement, ils ont préparé le terrain pour qu'il y ait une continuité dans la gouvernance, une continuité dans le développement. À l'AFIA 2025, vous en savez quelque chose. Aujourd'hui, on parle de vision 2060. Tout y est. C'est l'implémentation de ces choses-là qui serait vraiment importante. Donc, quand on voit tout ce qui se passe, on a vraiment envie d'accompagner. On a vraiment envie d'être aussi acteurs et non observateurs. Voilà un peu. Alors, on va parler à présent des Vaudondais, qui sont également un événement majeur. Nous sommes en pleine, vous le disiez, on était en pleine période festive, juste après les fêtes, la mise en valeur, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet événement? Est-ce que concrètement, ça contribue au rayonnement du Bénin à l'étranger? Avant d'aborder cette réponse-là, je tiens quand même à féliciter toutes les personnes qui sont impliquées dans ces organisations, tout au moins ce mois de janvier. Hein? C'est énorme. On ne l'a jamais vu ça au Bénin. Entre les périodes festives, le Vaudou Days, Wiloveya, enfin, énormément de choses. Il y a encore des effervescences encore. Il y a encore des traces où on voit des gens à Ouida qui font des allers-retours, même à l'intérieur du pays. Hein, parce que moi, j'ai voyagé juste après les élections. Alors, culturellement, le Bénin est incarné autrement à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Mais sauf que cette façon-là, ça donne une certaine référence pour le Bénin, sur le plan international. Parce que quand on parle de vaudou, bon, les spécialistes le savent, moi je ne suis pas spécialiste, mais c'est énorme. Mais alors, c'est simplement une fierté. Je manquerai un peu de mots pour rentrer dans ces détails-là, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Il va simplement falloir continuer de cette façon-là. Il faut simplement éviter qu'on descende plus bas. Vous voyez, là-bas, elle est mise haut. Il faut poursuivre la dynamique. On n'a plus le choix maintenant. D'accord? Il faut être dans le mouvement. Il faut que le Bénin reste ce qu'il incarne déjà et que le Bénin se développe davantage avec quelques améliorations, bien entendu. Mais c'est sûr que il y a déjà une base. J'ai évoqué les gros programmes, j'ai évoqué la méthode tout à l'heure, mais il y a déjà une base qui est en place. Et si on suit cette base-là, je pense que même vous, à un moment donné, vous allez changer d'option et avoir envie d'aller en politique. Alors, justement, on va rester dans les Vaudondais. J'aimerais également m'intéresse à ce sujet, justement, parce que malheureusement, ce terme-là, Vaudou, lorsqu'il sort du Bénin, il est parfois mal perçu, beaucoup de connotations un peu négatives.
législatives. Est-ce que justement, offrir un festival, permettre aux gens de venir découvrir, est-ce que vous pensez que ça va atténuer les choses ou peut-être pas vraiment? Vous avez tout dit, hein. En fait, ça va forcément atténuer. Là, il n'y a pas de raison. Vous savez, la perception, on va dire, un peu négative du vaudou, c'est historique. Hein. Bon, quand vous remontez un peu dans les brassages coloniaux, la traite de l'esclavage, enfin, bon, on voit ça autrement. Mais en fait, c'est notre valeur. Heureusement qu'on s'en est réapproprié. Maintenant, on va valoriser ça. Et je pense que dans les années à venir, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les gens vont vous envier sérieusement. C'est très important. Et quand vous allez à la Mecque, ça vous dit quelque chose. Quand vous allez en Inde, ça vous dit quelque chose. En Chine. Et aucune nation ne se développe sans sa culture. Donc la réappropriation de notre culture, je pense d'abord c'est la base de notre développement. Et maintenant, on va la valoriser. Le Bénin révélé sera simplement valorisé. N'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on en parle également. On a commencé à parler de développement. Aucune nation ne s'est développée sans sa culture. Mais économiquement, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? En quoi ça pourrait nous propulser? Alors, on parle de tourisme. Bon, vous savez, il y a pas mal de structures qui sont en train d'être érigées un peu partout sur le territoire. On parle de Ouida. Il y a des villes références, certes. Abomey, Ouida. En fait, en profondeur du pays, il y a encore des choses à découvrir. Donc, je crois que ce n'est qu'un début de commencement, si je peux dire ainsi. Alors, l'aspect économique, mais c'est systématique. Parce que pour aller en profondeur du Bénin, il y a tout un processus, en fait, que ce soit de la logistique, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit d'autres représentations, que ce soit les musées. Il y a énormément de choses. Je pense qu'il faut juste rêver que demain sera meilleur dans ce sens-là, dans le sens économique. Et lorsqu'on parle justement de ce tourisme-là, de cette mise en valeur, il y a un certain branding qui est fait sur le terrain ici au Bénin. Qui peut permettre de mieux aimer son pays, vouloir découvrir les coins recoins? Est-ce que de l'extérieur, vous avez l'impression également qu'il y a ce branding-là qui touche les gens à l'extérieur? Vous savez, je vais parler d'abord de l'intérieur. D'accord. Puisqu'il faut déjà aimer son pays et connaître son pays. Nous sommes nos propres touristes, d'abord. Et je crois que dans notre système éducatif, il va falloir intégrer cet aspect culturel. Et après, bien entendu, quand on a des inspirations, on peut aller au culturel après. Donc, c'est important que déjà nous-mêmes, on valorise ce que nous avons. Et vous savez, le Sénégal, par exemple, ou Dakar, a été un pays très prisé touristiquement. Aujourd'hui, je pense que le Bénin a pris le large. Ah oui. Le Bénin a pris le large. Et ce n'est pas tout, parce que dans la diaspora, il y a les afro-descendants. C'est un aspect très important. Et quand on voit nos frères de l'époque qui reviennent au Percail, qui reviennent à la source, je pense que ça va drainer encore des bons regards, ça va donner encore beaucoup de tourisme et ça va donner encore, en fait, on va dire, une forme exponentielle, vous voyez, de la culture béninoise. Donc, c'est irrémédiable. Il faut juste continuer dans la bonne gouvernance. D'accord. D'accord. Et justement, parlant de cette bonne gouvernance qu'il faut accompagner, soutenir, j'ai envie de vous poser une question. Certaines personnes, sinon un certain nombre, se disent peut-être, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est le Bénin qui se développe, d'accord, mais est-ce que ça me touche particulièrement? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut gagner en rejoignant, si je peux dire, le mental, ce mode de pensée? Justement, il faut éviter cette philosophie-là. D'accord. On n'attend pas ce qu'on veut gagner, on attend d'abord ce qu'on va y apporter. Et quand on y apporte, il y a forcément un retour d'ascenseur. Vous voyez, moi je suis sur le terrain associatif depuis 2016, aussi vieux que le gouvernement actuel. Vous voyez, et on a fait énormément de choses et on continue à le faire. Et on n'a attendu personne pour le faire. Et quand on est engagé en politique, on le fait aussi de la bonne manière. Vous voyez, donc il ne faut pas attendre le retour systématique. Et c'est justement... Il faut être patriotique dans ce cas. Hein. Il faut avoir un certain amour. C'est une sorte d'amour inconditionnel. Inconditionnel. Et j'ai parlé de sacrifice, en fait. Il faut penser à ça. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas pour nous. C'est pour la génération à venir et c'est pour la nation. C'est tout. Alors, vous et moi, on n'a pas besoin de grand-chose non plus. Hein. Après, ça ne reste que le matériel. Vous voyez? Donc, il faut essayer d'abord d'aller à ce que nous allons apporter à la nation, au pays, avant de penser à ce que le pays nous retournera. Puisque si vous ne donnez pas,
vous n'allez pas recevoir, en fait. Forcément. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut être plutôt dans cette mentalité-là, dans cette philosophie-là. La philosophie du sacrifice, du patriotisme, de l'exemplarité et de la bonne gouvernance par la suite. Et je m'intéresse, quand vous parlez d'être sur le terrain associatif, oui. Je suis quand même curieuse de savoir quels sont les domaines, bien sûr sans faire de publicité, quels sont les domaines dans lesquels vous interagissez ou vous agissez peut-être et pourquoi? Oui, sans faire de publicité, donc je ne dirai pas le nom de mon association déjà au passage. Merci. Je reste dans le sillage comme vous. Dans le domaine éducatif en priorité, notre association reste le premier partenaire de toutes les universités du Bénin en matière d'objets didactiques. Okay. On est à 50 000 ouvrages aujourd'hui, par exemple. Et quand on descend, pourquoi ce choix? Oui, quand on descend, on a touché les lycées, les écoles, mais on touche beaucoup la petite enfance. Hier, par exemple, j'étais à un orphelinat, puisque notre association a été précurseur de la mobilisation de cofinancement d'un projet de construction de cantines. C'était dans le Koufo. Vous voyez, donc c'est des choses, on avance là-dessus. Et la petite enfance, c'est important. Et c'est totalement lié à l'éducation. Et quand on ne prépare pas cette base-là, puisque les enfants d'aujourd'hui qu'on éduque restent les pépinières de demain, si on va avoir les bons gouvernants, Absolument. que ce soit local ou sur le plan étatique, enfin national, c'est maintenant. Vous voyez, donc on est dans une phase transitoire où il faut préparer les bons élèves, en fait, de demain. Pour demain. Merci beaucoup, Monsieur Adjibi, Monsieur Aristide Armand Adjibi, béninois vivant en France. Justement, on vous recevait pour avoir un peu le regard de la diaspora sur tout ce qui s'y passe. Et vous nous l'avez dit, tout le monde est mobilisé, en tout cas une bonne partie, et actif pour accompagner tout ce qui se fait. Vous êtes également président d'association et acteur politique. Tout à fait. Je vais vous raccompagner et on poursuit. On se dit peut-être à un autre jour, peut-être sur Bonjour le Bénin. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci. On poursuit cette émission. On va marquer une courte pause et on installe Patrick Diossou. Et voilà donc, petite pause et on poursuit à présent avec événement à la une. Patrick Diossou et son invité sont déjà dans ce studio. Patrick Diossou, bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Bonjour Jenny Assier, nous allons bien. Quand je dis nous allons bien, c'est moi, mon invité et moi. Absolument. Et puis c'est tout le peuple. Nous allons bien parce que nous sommes dans une journée, la journée mondiale des câlins. Journée mondiale des câlins qui permet, une journée qui permet d'être connecté, j'aime bien le mot connexion, d'être connecté avec son vis-à-vis, avec le prochain, avec celui qui est proche de soi. Quand je dis proche, ce n'est pas proche nécessairement par la parenté, mais proche par des liens d'amitié, des liens de fraternité. Et nous allons en parler rapidement pour déboucher sur quelque chose. Nous allons en parler sur le plan scolaire, sur le plan universitaire, et c'est avec le coach des parents, le coach scolaire, le coach universitaire. On l'appelle Fulgence Gbetoho Awangono. Notre coach sur la matinale, j'ai envie de dire, ça fait un moment. Bonjour coach. Sur la matinale. Alors Fulgence, voilà, on va en parler, on va parler de ce câlin-là, de cette manière d'être proche de celui qui est vis-à-vis de soi. Mais on suit d'abord cet élément qui plante le décor. Ils ont dit... Les câlins, ça fait du bien et ça ne coûte rien. En donner ou en recevoir, ce geste de tendresse rend plus en forme et moins stressé. Encore connu sous l'appellation de free hug, les câlins sont une marque d'affection. En plus de rendre heureux, le câlin calme l'angoisse et contribue également à faire baisser la tension artérielle. Il est à la fois bon pour la santé et le moral, car favorise la sécrétion d'ocytocine, l'hormone liée à l'empathie, à l'attachement et à l'amour. La journée du 21 janvier y est donc consacrée chaque année pour rappeler l'importance d'y recourir. Et pour connaître l'origine de la journée des câlins, il faut remonter en 1989, année au cours de laquelle le mouvement est né aux États-Unis. Là-bas, l'événement est connu sous le nom de National Hug Day, entendez Journée nationale des câlins.
La célébration de cette journée se propage ensuite progressivement dans d'autres pays, notamment l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne ou encore la France, offrant à l'événement un caractère international. Et c'est à lui, Kevin Zaborney, un révérend américain, que l'on doit l'ingénieuse idée de cette journée insolite. Le souhait de cet homme d'église est d'encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras, ne serait-ce que quelques secondes, en marque de tendresse. Quant à la date, elle n'est pas choisie au hasard. Son choix fut motivé par la dépression générale ambiante plus forte observée entre les fêtes de fin d'année et la Saint-Valentin. L'événement ferait donc office de calinothérapie. En somme, il s'agit d'ouvrir les bras pour changer le monde. On ouvre les bras pour changer le monde, Patrick. Oui. On se fait un câlin également. Oui, oh. Ça fait du bien, j'ai envie de dire. Bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien, ça permet au corps d'être détendu, à l'esprit aussi d'être détendu. Et justement, en parlant de câlin, qu'est-ce que le coach dit à propos des câlins? Les câlins entre parents et enfants, par exemple? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une journée d'attention. Oui, journée d'attention. Parce que le câlin, au-delà d'un élément de contact, c'est aussi un élément d'attention à l'autre. Oui. Et coach parental que je suis de famille, en famille, on a besoin de câlin, d'attention envers nos enfants. Moi, je vous dis, hier, quand je suis rentré avec mes enfants, je les ai ramenés de l'école, il y a ma fille qui me dit, papa, il faut me soulever. Ah bon? Et quand elle a fini de dire ça, le garçon aussi de classe de 6e m'a dit, ah, toi aussi tu es dedans. Et puis je leur ai fait des câlins. Ce n'est pas le matin, mais c'est le soir. Vous voyez, chaque matin, on a besoin de faire des câlins. Surtout quand on est moi et que maman travaille un peu loin, il faut que ce geste d'amour de temps en temps pour rapprocher les enfants. Donc c'est d'abord une journée d'attention qui nous rappelle que nous devons faire attention à tous ceux qui sont autour de moi, pas seulement autour de nous, parce que saluer, c'est déjà le contact, mais le câlin peut être contact et attention. On peut ne pas directement saluer et faire un câlin pour contact et attention. Nous devons faire attention à tous ceux qui sont autour de nous, parce que parfois ils ont besoin de nous. Qu'on fasse attention à eux, parce qu'ils se sentent seuls. Plusieurs personnes se sentent seules. Vous les voyez même souriant, mais il y a une dépression, on est seul. Donc l'attention, je parle de journée d'attention. Attention à tous ceux qui nous entourent et je pense qu'on en a besoin parce que l'attention crée un sentiment de joie et le joie c'est l'émotion de l'amour. L'émotion de l'amour. Et justement en parlant d'attention, c'est pour cela que vous avez pensé qu'en cette journée, il faut qu'on reparle pas reparler, mais qu'on parle de ce début de trimestre, un deuxième trimestre où il faut accorder un peu plus d'attention aux enfants. Oui. On disait que le câlin, c'est un geste d'amour. Oui. Et l'amour, c'est l'émotion du succès. Oui. La réussite de nos enfants à l'école crée aussi le succès et crée l'amour. Donc, c'est aussi un geste d'attention et de câlin. C'est extrêmement important parce que le résultat des enfants donne la joie à la famille. D'accord. Et nous sommes au second trimestre. Nous devons travailler à ce que nos enfants réussissent à l'école pour renforcer la joie. Donc, parler quand même de succès du second trimestre, c'est parler de la joie et ça rejoint le câlin. Oui. Donc, c'est important, on est au second trimestre. Est-ce que nous avons décidé que nos enfants réussissent? Est-ce que nos enfants ont pris la volonté de réussir au second trimestre? Et je pense que ça doit être l'attention dans les familles. L'attention parce que, vous savez, on a fini le premier trimestre. Oui. Je ne vais pas revenir sur le bilan, on en a parlé en décembre, je pense. Mais l'enfant ne vient pas au second trimestre comme un nouveau-né, vierge, non. Il vient avec les bagages du premier trimestre. Oui. Et il est important, il y a 3 choses à faire, 2 pour les enfants et une chose pour les parents. Oui. Et qu'est-ce qu'on retient du premier trimestre? Je ne fais pas un bilan entier, mais je parle d'un bilan des attitudes. Qu'est-ce que nous allons retenir comme message, comme information du premier trimestre? Et je dis, qui suis-je au premier trimestre et qu'est-ce que je vais devenir au second trimestre? C'est une question que les enfants doivent se poser. Oui. Au premier trimestre, je n'ai pas toujours fait mes exercices. Au premier trimestre, je ne me suis pas toujours réveillé à l'heure. Au premier trimestre, je ne suis pas tant. Il faut l'écrire parce que nous, on est dans la méthode et il faut écrire pour que ça reste. Donc, on écrit, on trouve 3 traits distinctifs qui nous caractérisaient au premier trimestre. 3, 4 ou 5. Bon, et qu'est-ce que je veux devenir? Ce sont des traits négatifs, on dirait. Oui, parce que, bon, c'est le message. Il y a de bonnes choses, mais attention. L'enfant, même qui a 8 de moyenne, a eu de meilleures performances quelque part. Nous allons retenir le message que nous voulons transformer au second trimestre. Donc, quels sont ces traits du premier trimestre, 3, 4 ou 5? On va l'écrire. Et au second trimestre, qu'est-ce que je veux devenir? Je vous donne un exemple. J'ai fait un cours de coaching dans une famille
J'ai commencé, j'étais même là hier. Quand je suis venu, c'est vrai que Lily à l'université, il m'a dit, coach, moi je reconnais, je suis un paresseux. J'avoue que c'est pour la première fois que l'apprenant me dit, moi je suis un paresseux. Il dit, tu es un paresseux, ok. Quand on est paresseux, quels sont les traits qu'il dit? Il dit qu'il n'aime pas aller souvent au cours. On a tout écrit. Et j'ai dit, donc c'est sur ça qu'on veut travailler. Vous voyez? Donc c'est comme la même chose. Le premier trimestre, là, ça m'a révélé quoi de moi-même? On l'écrit. Et le second trimestre, je veux devenir quoi? D'accord. On l'écrit pour pouvoir savoir le changement d'attitude au second trimestre. Je ne me suis pas vite réveillé, donc au second trimestre, je vais commencer par vite me réveiller. Je vais tout commencer par bien faire mes exercices, ainsi de suite. Et ça nous amène à faire quoi? Vous savez, lorsqu'on dit qu'on va vite se réveiller, on va faire ça, là, c'est des vœux. Le succès, c'est une question d'attitude. Je l'ai souvent dit ici que ce sont nos attitudes qui nous permettent d'aller en altitude. Vous savez, ça fait 10 ans qu'on fait cours de coaching. Hein. Donc, cette année, on commence par parler de le taux succès, le taux à l'effort. Chaque semaine, l'enfant fait le bilan des attitudes et je calcule avec eux le taux à l'effort pour voir si chaque semaine, l'enfant progresse. Le taux à l'effort est simple, c'est l'emploi du temps personnel de l'enfant. D'accord. Parce qu'il y a l'emploi du temps de l'école, mais quand je rentre, qu'est-ce que je fais? Alors, on a parlé d'attitude, hein, quand on veut faire une transformation. Maintenant, on vient, ce qu'on fait tous les jours. Et chaque semaine, quand l'enfant finit de faire, je l'ai dit, on évalue l'emploi du temps. J'ai fait une tâche V, je n'ai pas fait, je mets une croix. Ah, d'accord. On finit la semaine, alors le taux à l'effort, c'est quoi? C'est que c'est une fraction. Les V sont au numérateur et toutes les tâches sont au dénominateur. Je donne un exemple. Hier, la maison dans laquelle j'étais, je pense qu'on était à 38 au total. Et puis, on a vu le numérateur. Il a quitté moins de 50% de taux à l'effort, non, 0,5 à 0,79. Vous voyez qu'il y a eu un effort. Donc, chaque semaine, on va voir si tu fais l'effort pour atteindre ce que tu as dit. L'effort est complètement minuscule, hein, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'il faut tendre vers 1. Mais la personne qui était à moins de 50, 0,5 et qui va à 0,79, il est en train de tendre vers 1. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il a commencé par faire des efforts. Donc, la deuxième chose, nous devons amener nos enfants à agir, à faire des efforts pour qu'il y ait une transformation de ce qu'ils étaient au premier trimestre en termes d'attitude, parce qu'il n'y a pas autre chose. Et lorsque ça vient, on commence par faire l'effort, les résultats vont changer. Mais les parents ont un rôle à jouer. Vous savez, le premier trimestre a démontré parfois dans des familles qu'il y a des enfants qui n'ont pas atteint leur objectif. Ils ont 8, 9, même 7 de moyenne. Le parent doit commencer par transmettre à son enfant l'émotion des possibles. D'accord. L'enfant qui commence par se dire, par croire qu'il va réussir. Je dis, quand je rentre dans une maison et l'enfant pense qu'il va réussir, malgré tout, il dit, j'ai réussi à 50%. Voilà. Parce que l'enfant qui commence par dire, qui croit qu'il va réussir, démontre une volonté. Il ne commence pas à se dire, c'est possible. La volonté appelle à quoi? À l'action. Donc, ça veut dire que nous, parents, nous devons développer chez nos enfants l'émotion du réalisable. C'est vrai que les enfants sont parfois démotivés, se disent, je suis allé aussi dans une maison, les enfants m'ont dit, nous on est démotivés. Et là, j'ai dit, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, waouh, j'ai du boulot. Vraiment. Mais je comprends ce qu'il faut faire, on a commencé par faire un travail. L'enfant qui est 8, lui montrer que c'est possible, il y croit, hein. Mais on va commencer par faire des bons de 2. Ça veut dire qu'il aura 10 de moyenne. Attention, les 10 de moyenne, on va faire pas matière, c'est-à-dire il peut même dépasser, tu as 8, 7, ok, on a l'objectif de 2. Parce que toutes les fois où l'enfant atteint son objectif, il renforce à lui sa capacité à croire et à poursuivre et à aller de l'avant. Et toutes les fois où il ne l'atteint pas, il se dit, est-ce que je peux vraiment y arriver? Je fais tout, hein. Il se dit, je fais tout, et bien, je n'y arrive pas. On doit montrer, on doit tout faire pour que l'enfant montre à lui-même qu'il peut et qu'il a commencé par avoir de petits résultats, des bons de 2. Des bons de développement personnel. Ça veut dire que l'enfant qui se peut-être 10 domaines en anglais, et il commence par voir que, ah, il a eu 11. Dans une matière où vraiment il n'a pas de très bons résultats, il se dit, je peux progressivement. C'est ça que j'appelle l'émotion du possible et du réalisable. Nous, les parents, doivent commencer par voir les résultats avec les yeux d'adultes. Parce que l'enfant va y arriver. Mais si nous, parents, doivent encore ajouter au fait qu'ils se disent, est-ce que je peux y arriver, leur demander, toi, tu vois, tu as déjà été au bac 1 ou 2 fois, et tu n'as pas la moyenne, vraiment, je suis fatigué. Je dépense pour rien. Est-ce que tu ne vas pas laisser l'école? Ce n'est pas notre rôle. C'est démotivé, ça. On doit toujours leur dire que c'est possible. Pas le dire pour mentir à soi-même, parce que c'est possible. Moi, je me rappelle en terminale, le dernier a eu le bac en montant dans ma classe. Quand les gens qui ont suivi peut-être n'ont pas eu. Et pourquoi pas mon enfant? Pourquoi pas nos enfants? Nos enfants sont des champions. Il faut les accompagner. Le second trimestre doit être le moment pour leur dire, je vais y arriver. Et c'est possible.
et c'est réalisable. Quand on dit ce que je fais, attitude et surtout un emploi de temps personnel qu'on suit. Parce que quand on fait les efforts, tous les gens vont réussir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre justement à ces parents qui disent non, je connais mon enfant, à lui ou à elle, il ne faut pas parler, il faut le battre, il faut le menacer, il faut y aller de la manière forte pour qu'il puisse produire du résultat? Vous savez, nos parents ont utilisé ces méthodes en leur temps pour nous booster. Je ne dis pas que c'était pour nous faire du mal, non. C'était une période où frapper, amener l'enfant à... On ne va pas dire que c'est mauvais, non. Nos parents, non. C'est une question d'époque et d'attitude. Oui. Les choses ont changé, mais le principe reste le même. On va motiver l'enfant. On n'a plus besoin de frapper. Mais on peut trouver les centres d'intérêt de nos enfants. Il faut les connaître. Il y a des enfants, ils aiment peut-être sortir avec nous. Il suffit de dire, bon, si tu ne fais pas, tu ne sors pas. Ils aiment peut-être tabler, ils aiment quoi. On joue sur les centres d'intérêt de nos enfants. On produira le même résultat. S'ils aiment aller à Porto Novo, tu leur dis, on n'ira pas à Porto Novo. Oui, on ira à Porto Novo si tu as de bons résultats. D'accord. C'est-à-dire, il faut l'amener à faire des efforts pour avoir une conséquence d'attitude meilleure ou bien de cadeau. Et on peut jouer sur les centres d'intérêt des enfants et avoir les mêmes résultats que nos parents obtenaient, et nous s'y contents proprement. Absolument. Donc, merci. Voilà, alors s'il faut faire le bilan, les enfants, attitude pour l'altitude. Mais les parents doivent booster, oui, féliciter, encourager aussi. Encourager. Oui. Donc c'est sur ces deux plans qu'on peut avoir un bon résultat pour le second. Sur ces deux plans, on peut avoir de bons résultats. Mais je veux dire quelque chose. Réussir le second trimestre, on est aussi en 2026, pour tout le monde demande un mot, un principe, la discipline. La discipline, très important. Hein, le TOFA du coach Fulgence Sarangonu, c'est la discipline. Et je pense que dans le grand TOFA aussi, il doit y avoir discipline. La discipline, n'est-ce pas? Message reçu. Si les élèves, nos enfants vont réussir, il y a la discipline. Si nos parents doivent réussir, il y a la discipline. Si le Bénin va réussir, il y a la discipline qui a commencé. Si les adultes doivent atteindre leurs objectifs, il y a forcément la discipline. Il y a la discipline. Et la discipline fait quoi? Il y a aussi une trilogie d'action. Quand on dit discipline, il y a d'abord engagement. Dans l'engagement, on a l'effort, la décision. Après ça, il y a le sens de sacrifice. Qu'est-ce que je dois cesser de faire? Je ne veux pas réussir si tout le temps je gaspille mes sous. Exactement. Si je fais ci, donc, le sens de sacrifice. Et ce sens de sacrifice amène à une troisième chose, la soumission. C'est un mot que j'aime. Pour être ici, j'ai dû me soumettre au code de la route. Ce n'est pas seulement respecter, c'est une soumission. D'accord. Je demande aux gens de s'engager, de développer le sens de sacrifice et de se soumettre aux normes, aux décisions que même. D'accord. Merci. C'est le TOFA du coach Fulgence Sarangonu. Je respecte les autres TOFA, c'est une manière de parler. Merci beaucoup. Nous sommes complètement à la fin de cette rubrique. Merci pour ce TOFA qui nous câline aussi. Qui nous pourquoi pas. Du coach, je respecte les autres. Attention, il ne faut pas s'amuser avec lui. Des câlins. Alors, merci Fulgence Sarangonu. Et nous n'allons pas finir les événements sans faire un coucou encore à Vodun Days. Oui, vous savez, comme on le fait depuis quelques jours. Comme on le fait depuis quelques jours. Vous savez, il y a eu quelqu'un qui adore aussi les câlins, parce que dans ces chansons, on a l'impression qu'il câline les oreilles. C'est une personne qui est d'un pays à l'est du Bénin, une personne qui est née aux États-Unis, David Adeleke et Davido. On va suivre ce qu'il a fourni comme câlin aux oreilles et à tous les sens pendant le Vodun Days. C'était du playback communicatif. On suit ceci. Une projection donc en direct vers les Vodun Days avec Davido. Oui. Merci Patrick pour l'ambiance. Il est exceptionnel. Absolument. Nous avons bien dansé sur ce plateau. Ce qui est extraordinaire pour le Vodun Days, et avec Ciara, ils ont fait du playback. Le Béninois les Béninois vont dire, bon, c'est du playback, mais c'est bizarre. C'est autre chose comme playback. Ce n'est pas simplement ce à quoi nous sommes habitués. DJ balance le son. Exactement. Non. Merci beaucoup, Patrick. Le public a participé. C'était communicatif. Absolument. Merci beaucoup, Patrick. On passe à présent à la prochaine rubrique Instant Santé et vous restez avec moi pour cela.
Dans Instant Santé, on parle aujourd'hui du câlin, le câlin justement que Patrick abordait, mais cette fois-ci dans un aspect beaucoup plus psychologique, un geste affectif ou un simple besoin psychologique essentiel. Christelle Tongodo a dégoté pour nous un invité. Il s'agit bien sûr de docteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, je salue tous les téléspectateurs. Alors, on va directement y aller. Est-ce que le câlin est-il un besoin psychologique au même titre que la parole ou l'écoute? Merci beaucoup. Je commence en présentant mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle à tous vos téléspectateurs. Et je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez d'en parler. Après notre émission sur le Blue Monday, beaucoup d'amis m'ont appelé pour dire mais les psychologues ne célèbrent que les jours noirs, les jours sombres. Et voilà un jour beaucoup plus glorieux, beaucoup plus lumineux, dont nous allons parler, la journée internationale du câlin. Alors, je rappelle que vous êtes Jérémy Auroux, psychologue clinicien. Voilà, les présentations sont faites. Exactement, psychologue clinicien, psychothérapeute. Je suis spécialiste de la famille et du mariage. Ah, d'accord. Alors, c'est Gary Chapman qui, en définissant le langage d'amour, a parlé du toucher. Le toucher comme étant un langage d'affection dans les 5 langages d'amour. Et plus tard, un pasteur américain va s'inspirer justement de cela, et Kevin Zaborné, tout récemment, en 1986, pour encourager ses fidèles et tous les Américains d'ailleurs à s'offrir des câlins pour lutter contre le stress, la morosité hivernale et la morosité sociale. Parce qu'on était justement au lendemain du Blue Monday. Donc, il s'est rendu compte que cela apportait justement un bien-être psychosomatique à toutes les personnes vers qui on va avec un câlin dans une intention affectueuse. Donc, partant donc des travaux de Gary Chapman sur le toucher, il a développé la journée internationale sur le câlin que nous célébrons aujourd'hui dans sa forme actuelle. D'accord. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau lorsqu'on reçoit un câlin? Alors, donc vous étiez en train de demander si c'est un simple geste, mais nous, en psychologie, on dit même que c'est un geste thérapeutique. Il va jusqu'à guérir. Guérir le câlin? Jusqu'à guérir. Des pathologies? Des pathologies. D'accord, on est curieux de... Tous les organes et tous les systèmes de l'organisme sont représentés au niveau de la peau par des terminaisons nerveuses. Donc, lorsque quelqu'un s'approche de vous et vous offre un câlin, c'est-à-dire avec une intention affectueuse, pas belliqueuse, tout de suite, ça vous guérit, ça baisse la tension artérielle. Parce que le câlin permet de produire une substance, une endorphine, on appelle une substance morphino-like, c'est comme la morphine. Et donc, lorsque vous recevez le câlin, vous êtes comme quelqu'un à qui on a injecté de la morphine. Vous êtes dans un contexte d'euphorie, de joie et d'apaisement. Donc, le câlin est un geste non seulement réconfortant, mais consolant. Je m'amuse souvent à dire que c'est un geste complet. Regarde, lorsqu'on finit un match de football, une finale, comme ce à quoi on a assisté récemment, pour consoler et remonter le joueur qui a perdu, on lui fait un câlin. Avec des tapes. Avec des tapes. Et pour féliciter et apprécier le joueur qui a gagné, on lui fait aussi un câlin. Donc, le câlin est un geste complet qui va dans les deux sens. Il remonte, il encourage, il fortifie. Donc, c'est un geste qui guérit, qui permet de baisser la tension artérielle. Donc, lorsqu'on est sous l'effet du stress de la journée, des activités quotidiennes, dans une poussée hypertensive, le simple câlin d'une personne qui s'approche de vous avec une intention affectueuse peut permettre de baisser votre tension artérielle. Et vous savez, si la personne avait des antécédents d'hypertension et elle fait une poussée hypertensive, on peut banalement basculer dans un accident vasculaire cérébral. Donc, le câlin, il est thérapeutique. Le câlin permet de produire une autre substance, de l'oxytocine, qui est l'hormone de l'affection. Et du coup, on est dans une certaine affection, non seulement pour soi-même, pour les personnes autour de nous, mais aussi pour l'environnement. Donc, on se trouve dans un état d'équilibre psychologique lorsqu'on reçoit des câlins. Mais est-ce que ne pas avoir de câlin peut être un manque? Est-ce qu'on peut souffrir de manque de câlin? Oui. Vous savez, le câlin est un besoin pour tout le monde. Chaque être humain
a besoin de câlins. Et le câlin n'est même pas que de l'espèce humaine. Même les animaux ont besoin de câlins. Connaissent les câlins. Ah oui. Oui. Vous regardez les singes, ils se font des câlins. Les chiens se font des câlins. Les baleines se font longuement des câlins pendant leur moment de détente. Donc, ce n'est pas que humain. Donc, on ne peut pas affilier cela à une éducation ou à un contexte social. Des chats qui se font des câlins. Évidemment. Des chats se font des câlins. Bien sûr. Donc, le câlin n'est pas que de l'espèce humaine. Alors, lorsque quelqu'un ne reçoit pas de câlin, c'est un manque. Il peut finir par se résigner à cause de son éducation, de son contexte psychosocial, dit bon, le câlin, ça ne me dit rien. Oui, puisqu'il n'en a jamais eu, il a fini par en perdre le goût. Sinon, a priori, tout le monde a besoin de câlin. Oui, tout le monde a besoin de câlin. Est-ce que, par rapport à la culture, est-ce que dans certaines cultures, le câlin n'est pas considéré comme quelque chose de négatif et qui peut avoir une influence sur le... Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas forcément éduqués. La condition sanitaire de toute personne. Lorsque nous déplaçons le câlin pour l'amener à une autre dimension, peut-être sur le terrain de l'intimité, on peut dire oui qu'on n'a pas cette culture. Mais lorsque le câlin reste dans son contexte originel et original de la manifestation de l'affection, de l'expression de l'affection, en principe, c'est universel. Il n'y a pas de culture qui devrait se retirer de cela. Donc, justement, s'il y avait des parents qui n'en font pas, c'est l'heure de s'y mettre. C'est l'occasion de comprendre que faire des câlins aux enfants, aux conjoints, aux proches, ça fait du bien à tout le monde. Vous avez parlé d'oxytamine tout à l'heure. D'oxytocine. Oxytocine. Oui. Oxytocine. Oui. Et la dopamine intervient aussi pour le câlin? Parce que on dit que quand on parle de dopamine, c'est pour doper, donner un peu plus de tonus au corps, au cœur et à tout l'ensemble de l'être humain. Alors, lorsque nous sommes sous le spectre du stress, nous produisons du cortisol et de l'adrénaline, ce qui fait monter tous les neuromédiateurs négatifs. D'accord. Mais lorsque nous recevons un câlin, que nous produisons de l'oxytocine, ça fait baisser toutes les hormones et les neuromédiateurs du stress et ça fait monter tous les neuromédiateurs ou les hormones du bien-être, la dopamine, la sérotonine et tout ce qui participe au bien-être de l'être humain. Mais je suis curieuse, tout à l'heure, vous parliez de certaines personnes qui évitent les contacts affectifs également. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le seul moment où on peut éviter, c'est peut-être qu'on ne sent pas, parce qu'en fait, c'est une communication d'âme. D'accord. Parce que le câlin est du domaine de la communication non verbale, n'est-ce pas? On manifeste quelque chose, mais on ne parle pas. Donc, lorsque la personne, dans sa lecture interne, ne sent pas que vous venez dans une intention affective, mais plutôt dans une intention belliqueuse, elle peut éviter. Absolument. Sinon, les seuls moments où on peut recommander aux gens de faire attention aux câlins, c'est les moments où on a peut-être une épidémie, une pandémie liée à des germes de contact. En cas d'Ebola, par exemple, en cas de Covid, par exemple, on pourrait recommander de faire attention aux câlins. Mais même si dans ce contexte-là encore, en prenant les précautions, le câlin peut faire du bien à la personne qui est en train de souffrir. Parce que le câlin fait du bien du début jusqu'à la fin. Le nouveau-né en a besoin et la personne en phase terminale, le seul besoin, c'est les câlins. Et quelle est l'importance, parce que vous parlez justement de personnes avec d'affection, est-ce qu'il faut forcément qu'il s'agisse de proches ou même, je dirais, un inconnu ou quelqu'un dont on n'est pas forcément proche, lorsqu'il vous fait un câlin, la pression, elle baisse, comme vous dites? Lorsque vous êtes dans un contexte particulier et quelqu'un vous regarde et vous sentez dans son regard une marque d'affection, il peut vous faire un câlin. Ah oui. Dans n'importe Donc, quelle comme vous position. le dites, c'est une sorte de C'est une communication d'âme à âme. au niveau de l'âme. On sent. Mais lorsque vous êtes dans un milieu, quelqu'un s'approche de vous, parfois, une voix intérieure vous dit « attention, il veut m'agresser ». Mais quelqu'un s'approche de vous, quelque chose vous dit « ouvre les bras ». Absolument. Et tout de suite, la personne, effectivement, te donne un câlin et ça te fait du bien, alors que c'est une personne qu'on n'avait jamais rencontrée auparavant. Donc, le câlin, c'est un langage de l'âme. Donc, la réponse que ça donne, le bien-être que ça donne, c'est vrai qu'il y a un retentissement au niveau physique, mais ça vient d'une instance
qui est plus élevé que le corps. Le corps, lui, il est simplement bénéficiaire des bienfaits du câlin, même si c'est à son niveau que ça se manifeste. Oui, en fait, quand je parlais de culture, c'est en pensant un peu à un peuple, on parlait des Indios Bravos, qui, pour eux, quand on tend la main, c'est un peu comme pour provoquer, c'est pour faire un duel. Et donc, dans ces conditions, comment éviter que ce soit le baiser de Judas, un câlin qui soit de l'agressivité cachée? Ouais. C'est curieux. En parlant de l'émission ce matin, je me suis dit, ils vont évoquer le cas du câlin de Judas. Oui. Alors donc, Judas s'est approché de son maître par un geste qui, normalement et naturellement, est un geste d'affection. Oui. N'eût été le Christ qui a fini par dire, c'est pas ce geste que tu me trahis, on aurait vu ça comme un acte d'amour. Oui. Donc, une fois encore, c'est l'intention derrière, c'est la pensée profonde qui détermine la nature du câlin. Sinon, le câlin en lui-même, c'est un acte d'affection. Donc, nous, on avait vu un Judas qui est venu avec affection pour faire allégeance à son maître. C'est le maître seul qui a dit, attention, le geste que vous voyez là, ce n'est pas un geste d'affection, c'est un geste qui a une autre intention derrière. Okay. Donc, le geste en lui-même, il est parfait et complet. C'est l'intention derrière qui soutient son contenu. Et quand quelqu'un s'approche de vous, vous sentez quel est le contenu de l'acte qu'il veut poser. Et là, le câlin joue son rôle. Peut-être pour finir, est-ce qu'il faut faire des câlins partout à la maison, dans le milieu familial? On l'a déjà compris. Mais est-ce qu'on peut également le faire dans le milieu professionnel ou dans d'autres secteurs où on intervient? Madame, toutes les fois que votre âme, votre pensée vous dit de faire un câlin à un collègue, à un confrère, à un chef, à une personne que vous rencontrez, faites-le. Vous ne saurez jamais quel bien vous faites à cette personne. Peut-être c'était un besoin énorme pour lui, que quelqu'un lui fasse un câlin. Et vous avez été choisi et indiqué, invité en fait par son âme pour venir au secours d'une âme en détresse. Pourquoi vous priver de cela? Est-ce que le câlin peut changer une personne taciturne? Une personne qui est souvent renfermée, hautaine, qui ne s'ouvre pas à d'autres personnes, qui est toujours renfermée? Vous savez, nous côtoyons beaucoup de personnes dont nous ne maîtrisons rien sur le développement psychomoteur. Oui. D'où vient-il? Qu'est-ce qui lui a manqué dans son développement? A-t-il des vides affectifs? Est-il sous le spectre des blessures émotionnelles? A-t-il été traumatisé? A-t-il manqué justement d'attention, d'affection, de câlin? C'est pour ça qu'il est tel que vous le voyez là, avec toutes les caractéristiques que vous êtes en train de donner. Lorsque quelqu'un se dit, je m'en fous de son allure, de son style, de son caractère, moi, je vais l'apprécier, l'admirer en lui faisant des câlins, vous serez étonné comment il va basculer de 180 degrés. Merci beaucoup à vous, Dr Jérémy Auroux. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et sur ce plateau, il était question d'aborder le câlin. Est-ce un simple geste affectif ou un besoin psychologique essentiel? On a compris que c'est un besoin psychologique essentiel et que ça peut d'ailleurs guérir, à en croire le docteur sur ce plateau. On se dit au revoir. Oui, en partant d'ici, donner des câlins à tous ceux que vous allez rencontrer. C'est la journée des câlins. Moi, je vais le faire dans tout le couloir, donner des câlins à tout le monde. Faites-vous plaisir de donner des câlins. Très bonne journée. Merci beaucoup à vous, docteur. On va marquer une courte pause et on installe la rubrique portrait avec Ghislaine Adimi. Avec Wallisbet, c'est quand tu veux, où tu veux. La Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA informe les populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, Porto Novo et Semek-Podji que la distribution des factures relatives à la redevance d'enlèvement des déchets au titre de l'année 2026 démarre le lundi 19 janvier 2026. Des agents mandatés par la SGDS SA en collaboration avec les élus locaux passeront de porte en porte pour remettre les
factures aux occupants des ménages. Ils pourront également collecter, si nécessaire, des informations complémentaires pour faciliter le bon suivi de cette opération. La SGDS SA compte sur la coopération de tous pour un bon déroulement de cette opération et remercie par avance les populations pour leur engagement en faveur de la propreté des villes et d'un cadre de vie sain. La Direction générale de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA a signé ce communiqué. Savez-vous que le sorgho rouge est un trésor pour notre santé? Le sorgho rouge, c'est la 5e céréale la plus produite dans le monde. Et près de 40% de cette production sert à nourrir les hommes et les femmes. Pourquoi manger donc du sorgho rouge? Contrairement au blé, au maïs, au riz ou au mil, le sorgho est sans gluten et peut donc être consommé sans danger. Plus riche en minéraux, le sorgho contient davantage de magnésium et de potassium que le riz, le maïs ou le mil. Source intéressante de fer, le sorgho en apporte plus que le riz et même plus que le maïs et le mil, ce qui aide à prévenir l'anémie. Le sorgho offre un bon équilibre en fibres. Il contient beaucoup plus que le riz blanc, presque autant que le mil, et se rapproche du blé. Ces fibres favorisent la digestion et la satiété. Enfin, le sorgho offre une énergie modérée. Il apporte un peu moins de calories que le riz ou le mil, tout en étant aussi nourrissant. Comment manger le sorgho rouge? On peut le manger sous forme de pâte, de bouillie, de couscous ou même mélangé à d'autres céréales. Faisons donc du sorgho rouge un aliment de tous les jours dans nos repas. C'est bon pour notre santé, bon pour notre économie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Ils sont partout, dans les boutiques, à la maison, à l'école, et nos enfants en raffolent. Les aliments ultra transformés, biscuits, bonbons, nouilles instantanées, chips, boissons sucrées, snacks, gâteaux, pizzas industriels, les saucisses et saucissons. Ce sont des aliments fabriqués par l'industrie dont la composition naturelle a été fortement modifié. Le problème, bien qu'il soit facile d'accès, pratique et prêt à être consommé, les aliments ultra transformés contiennent très peu de nutriments utiles, presque pas de vitamines, presque pas de fibres, mais en revanche, ils sont très riches en sucre, en sel, en mauvaise graisse, en colorants et additifs chimiques, ce qui ne fait aucun bien à la santé. Prenons quelques comparaisons simples. Une canette de boisson sucrée de 33 centilitres, c'est environ 8 morceaux de sucre. Pourtant, l'OMS recommande de réduire la consommation des sucres ajoutés. Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 4 cuillères à café de sucre en poudre par jour. Prenons un paquet de nouilles instantanées. C'est l'équivalent de plusieurs sachets de sel en une seule portion. À force d'en consommer, ces aliments fatiguent le cœur, le pancréas et augmentent le risque de maladies chroniques même chez les enfants et les jeunes. Alors que faire? La solution est simple. Manger local, manger frais, manger naturel. Fruits et légumes, légumineuses, poissons, œufs, viande maigre. La règle est donc claire. Moins d'aliments ultra transformés, plus d'aliments naturels. Préserver sa santé, c'est possible en faisant les bons choix dès aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Ghislaine Adimi est en place. Bonjour Ghislaine. Oui, quel bonjour, beau Jennifer. bleu, je vous le disais. Mes cheveux parce que il y aura du mouvement par ici. N'est-ce pas? Vous l'avez d'ailleurs dit. Karamata Guataou m'a défié. Je veux faire des démonstrations. Allons-y. Mais aujourd'hui, avant que vous ne lancez la rubrique, c'est la journée des câlins. Des câlins. Un gros câlin. Vous le méritez tellement.
Je vais faire câlin à Ça mon vous a invité fait du aussi, bien? hein, le temps que vous nous présentez. Alors, en tout cas, ça vous a fait du bien, n'est-ce pas? J'aime En ça. tout cas, je le disais, Ghislaine, Ghislaine voilà. et son invité ont fini de se faire le câlin. On parle karaté, n'est-ce pas? Je le disais. Vous allez nous sortir des katas sur ce plateau? Oh my God. Vous savez, je vais vous filmer en direct. En hein. tout C'est cas, parti. Apprêtez-vous. Karaté donc, Ghislaine Adimi, on va à la découverte d'une pépite. Une pépite, hein, une vraie pépite. Le Bénin en mouvement, c'est la découverte de nos stars, parce que les sportifs aussi, ce sont des stars. Celle que nous avons amenée sur ce plateau ce matin, vous la connaissez déjà. Mais déjà, bonjour le Bénin, gros câlin à chacun. À chacun de nos téléspectateurs, vous le méritez. Exactement. Elle s'appelle Marie-Stella Odoulami. On ne parle plus d'elle, hein. Je sais que beaucoup la connaissent. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous allez la découvrir tout à l'heure sur ce plateau. Elle va nous parler de long en large d'elle-même et de sa carrière, de ce qui l'a amenée au karaté, de comment elle vit et le karaté, de comment elle veut partager ses expériences de karaté. Marie-Stella, bonjour. Bonjour Madame Ghislaine. Comment ça va? Je vais bien. La pleine forme? Très bien. Alors tout à l'heure, je m'apprêtais, je m'arrangeais parce que Karama Tabataou l'a envoyé pour qu'elle me donne des leçons. Parce qu'elle a trouvé que je suis impayable, que je la dérange trop. Donc, du coup, elle a envoyé Marie-Stella pour me corriger. Ça va se passer en direct ce matin. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Marie-Stella et moi, on est déjà devenues copines. Oh là là. Donc, Karama, ton jeu est à l'eau. 0. Marie-Stella Odoulami. Oui, Madame Ghislaine. Comment est-ce que vous êtes arrivée au karaté? Je suivais un magazine à la télé un soir avec mon cousin et ma petite sœur. Et j'ai vu 2 filles en train de se combattre dans une salle. Je suppose que c'est leur lieu d'entraînement. Vous aviez quel âge à l'époque? 10 ans. Okay. En présence de leur coach, elles étaient en karaté-gi et le coach leur donnait des conseils de faire ci et de faire ça. Père à son âme, ce coach, c'est mon tuteur sportif, Monsieur Claude Yavoul Aviansou. Donc, le soir, pendant que je suivais le magazine, il y avait ma tante qui était là et automatiquement, elle m'a demandé « Tu es intéressée par ce sport ?» Et je lui ai dit oui. Je crois que c'était un mercredi soir. Le samedi matin, très tôt, elle m'a accompagnée, mon cousin et ma sœur. Le dojo est à 1 minute de notre maison. Et c'est ainsi que j'ai commencé le karaté à l'âge de 10 ans. J'ai fait mes débuts. Tout de suite, mon coach sportif, il a su m'orienter parce qu'au karaté, il y a 2 épreuves. Kata, qui est la démonstration des techniques, et kumite, qui est le combat. Tu es en face de ton adversaire et vous combattez réellement. Il a vu en moi les aptitudes qui allaient beaucoup plus mieux avec le kumite et il a su m'orienter. Donc, je ne suis pas spécialiste du kata démonstration, je suis spécialiste Regarde un peu toutes ces absolument. Depuis, j'observe quand même. Ça fait combien d'années déjà? 18 ans de pratique. Là, il y a plus de 50 médailles. Hein? Ah oui. 38 médailles internationales. Je n'ai vraiment pas l'aperçu de mes médailles au niveau national. Waouh. Dont 23 en or, 6 en argent et 7 en bronze. Ça fait les 38. Mais si c'est une proposition ou une suggestion de votre tante, est-ce que c'est parce que vous aviez cela en vous? Est-ce que vous pensiez que vous aviez cela en vous? Est-ce que c'est juste vouloir bien faire? Déjà, dès le bas âge, j'ai vécu avec mes cousins uniquement que des garçons. D'accord. Et avec papa, il n'y a pas de tu es une fille, il est un garçon. Il nous soumet tous aux mêmes travaux, que ce soit l'éducation aussi, c'est la même chose. Donc, me retrouver parmi 2 cousins qui sont un peu plus têtus, et c'est moi qui suis la fille qui était entre eux. Je n'ai pas d'autre choix. J'étais tranquille, calme, c'est ça. Je suis entre eux, tout ce qu'ils font, oui. Quand il s'agit de frapper, de donner des corvées, je suis aussi impliquée. S'ils en reçoivent 10 coups, j'en reçois aussi 10. Ah oui. Il n'y a pas de 5 pour la fille parce que c'est Stella et 10 pour les cousins. Absolument. Donc là où il y a les garçons ou mes frères, je suis tout le temps parmi eux. Je peux comprendre que déjà là, j'acquiers l'expérience sportive sans le savoir. Pas parce qu'on dit qu'une fille est playée. Si vous m'excusez, mais je ne le montrerai pas. Absolument. Alors, après plus d'une dizaine d'années d'expérience, qu'est-ce que votre parcours vous inspire à vous-même aujourd'hui? Je me dis que j'ai fait du chemin
c'était pas un pari gagné à l'avance parce que ma première compétition, que ce soit au niveau national et au niveau international, c'est la première place, médaille d'or. Donc, chaque fois quand je me retrouve sur le podium, sur la plus haute manche, surtout en tant que première de ma catégorie, je me dis oui, c'est une fierté. D'abord, c'est ma famille. Ce sont les personnes qui m'accompagnent, qui me coachent, qui croient en moi, même s'il y a des moments où je ne crois pas en moi. Et je me dis aussi oui, c'est le Bénin. Parce que quand tu termines première d'une compétition, c'est l'hymne national de ton pays qui est entonné. Absolument. Donc, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté. Et cette fierté, justement, j'ai lu sur votre page Facebook que vous avez créé ou initié un projet qui est en cours là, actuellement. Oui. Ben, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, de toute façon, on vous reçoit un peu plus tôt et j'espère que vous allez revenir nous donner les résultats. Oui. Un projet pour partager votre expérience, mais avec d'autres femmes sportives. Ah oui. Déjà, j'avais pensé au Salon international des arts martiaux féminins parce que quand on parle d'arts martiaux, on voit tout de suite que c'est un sport masculin. Les filles et les femmes ne sont vraiment pas assez. Et quand tu t'affiches ou tu t'affirmes en tant que pratiquante d'arts martiaux, que ce soit karaté, judo, taekwondo, mais une fille qui fait les arts martiaux, qui pratique les arts martiaux, elle ne reste pas au foyer. Est-ce qu'elle aura un mari? Les gens ont peur de vous. Les gens ont peur, même s'ils le disent en blague, je me dis à un niveau, soit ils sont vraiment sérieux, parce qu'une fille, on parlait du foot, on sait que quand une fille fait le foot, elle est déformée, ça se dit tout le temps. Mais qu'en serait-il pour le karaté, celle qui sait cogner vraiment, celle qui sait réellement cogner? Donc le Salon des arts martiaux au féminin du Bénin, voir la diversité des arts martiaux à travers un salon, voir des filles et des femmes dans la pratique des arts martiaux en dehors du monde professionnel et permettre à ces participantes de pouvoir être initiées aux techniques de self-défense en cas d'agression, ne le souhaite pas, mais pour être vraiment autodiscipliné pour soi-même. Donc ce projet, il a fallu que je fasse une formation en entrepreneuriat sportif pour comprendre les rouages de l'entrepreneuriat sportif et surtout l'organisation d'un événement sportif. Du coup, j'ai mis ce projet d'un côté et ça m'a fait penser à un autre projet qui est de tendre la main à mes pairs. Quand je montre des photos comme ça de moi avec mes médailles et mes trophées, ça suscite de l'engouement. Mais on se dit, une fille qui a autant de médailles, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, ça résiste réellement. Pourquoi ne pas permettre à ces filles de montrer aussi leur parcours sportif à travers leurs médailles? Donc, j'ai initié une séance photo exclusive pour elles. On l'a déjà fait le dimanche 18 passé. Et 11 disciplines présentes, athlétisme, tir à l'arc, rugby, tennis, taekwondo, MMA et le karaté. Donc, les photos ont été prises. Elles seront disponibles bientôt. Et le 24 janvier, à l'occasion de la Journée internationale du sport féminin, toutes ces photos seront relayées sur les réseaux sociaux pour montrer qu'à part Marie-Stella Odoulami, il existe d'autres filles et d'autres femmes avec autant de médailles plus que moi qui existent au Bénin. Voilà. Et justement, moi, je suis conquise parce que je vous sens très, très sûre de vous. Est-ce que durant tout ce parcours, 18 ans quand même, vous avez eu des moments de doute, vous avez voulu abandonner? Est-ce que ce n'était pas difficile parce que vous regardez la télé, vouloir le faire et sur le terrain, est-ce que ça n'a pas été difficile? Je n'ai jamais eu de moments de doute, de raccrocher, parce que déjà l'encadrement qui est hier ne te donne pas de doute. Il y a des coachs qui sont là, qui nous suivent, les membres de la fédération aussi, qui se donnent à fond pour qu'on soit réellement une fierté pour eux et pour le Bénin. Ils arrivent aussi à pouvoir concilier nos études et le sport et essayent de planifier un planning qui correspond réellement aux entraînements. Donc, je me dis, je n'ai jamais renoncé à la pratique d'arts martiaux. J'en suis réellement fière. Et je sais que c'est ça qui me définit aujourd'hui. C'est le sport, le karaté qui fait de moi celle que je suis. Et j'ai su concilier les études universitaires. J'ai une licence en histoire générale, mais j'ai travaillé sur la contribution du sport au rayonnement international du Bénin. J'ai pris le cas de l'athlétisme et du karaté, ce qui fait directement référence à la diplomatie sportive. Mais finalement, tout vous rapporte, vous du ramène sport, au sport. J'en profite réellement. Et cet aspect, c'est beaucoup plus mon maître mémoire qui m'a orientée. Dès qu'il a su que j'étais sportive, il m'a dit, tiens, travaille sur le sport, ne sors pas de ton cadre, père à son âme. Monsieur Sédégan et Ebenezer. Et quelle est la différence entre le kumité, et le kata?
Le kata, c'est l'assemblage des techniques en démonstration. C'est un combat imaginaire. Tu te dis que tu as des adversaires imaginaires autour de toi et tu pratiques, tu exécutes des techniques. Le combat, tu es en face de ton adversaire, vous combattez réellement et c'est le premier qui gagne ou c'est celui qui a assez de points pendant 2 minutes ou 3 minutes qui gagne. Sortez-nous un kata. Le kata, c'est ça que Karama est de sortir pour me déstabiliser. Voilà, exactement. J'ai bien fait là. Je ne suis pas spécialiste du kata, mais je vais le faire, je le fais. Oui, parce qu'il faut qu'on le fasse avant de quitter le plateau. Non, je ne vais pas me présenter devant vous. Parce que là, je risque de me faire terrasser. Bon, là, je salue le plateau. On va le faire ensemble. Hein? OK, d'accord. Je commence par là, le Yan Shodan. D'accord. Là, je bloque. J'attaque. Je bloque. Je viens là et j'attaque. Regarde. Je risque de taper Jennifer derrière moi. Oui, je bloque. Là. Et tchaï. Bravo. Moi, je pense que... Karama, viens. On va te montrer le kata. Moi, j'ai atteint, je vais dire, mon pic. Non, pardon. Sois pas pressé, c'est pas ici. Non, pas ici. Mon pic. Après l'émission, on va reprendre les exercices. On va vous dire qui a gagné. Elle est coach, elle va nous entraîner. Je fais mes débuts dans le coaching aussi. Il faut que je me perfectionne pour comprendre réellement les rouages du coaching. Mais je fais mes débuts avec les enfants. Okay. En tout cas, on a vu que Marie-Stella est très enclin dans son milieu sportif. Ça, là, elle est très développée. Ça lui a permis quand même aussi d'évoluer au niveau des études et tout. C'est juste montrer à travers ce portrait, à travers cet exemple qu'avec le sport, les filles aussi peuvent arriver. Et aussi qu'on peut rester féminine tout en faisant le sport. Beaucoup de gens ont peur de ça. Elle a dit aussi dans son développement, les gens ont peur pensant que quand on fait le sport ou bien quand on est karaté, qu'on ne peut pas avoir... On va cogner surtout, on ne peut pas avoir le self-control. Voilà. Mais elle veut démontrer à travers ses projets qu'elle développe que même avec le sport, on a le self-control. Que c'est surtout avec le sport qu'on arrive à avoir un peu plus de self-control. Marie-Stella, juste un dernier mot, un appel envers tes pères sportives qui n'arrivent pas à s'exprimer ou à sortir de leur cocon, histoire que les gens vont mal parler d'elles, ou d'autres personnes qui ont des idées arrêtées sur vous, rapidement pour finir. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce parcours. Ce n'est pas une victoire gagnée par Marie-Stella seulement, même si elle est sur le tamis. Il y a le coach qui est là, il y a les coéquipiers déjà avec lesquels on travaille aux entraînements qui te disent « Stella, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, essaie de corriger ». Il y a ma communauté qui me suit, ma famille, les personnes de bonne volonté qui me disent toujours « Je crois en toi, je sais que tu peux y arriver ». Et surtout le président de la Fédération du karaté, M. Roch Amel Kenom, qui est un père pour nous, qui nous prend pour ses enfants et qui continue vraiment de croire en nous. Et aux parents, je vous exhorte vraiment à inscrire vos enfants, que ce soit garçons et filles surtout, à la pratique d'arts martiaux. Ce n'est pas pour être agressif ou faire peur aux hommes, mais c'est de la discipline, de la rigueur et tout ce qui va avec, mis à part le développement personnel et physique. Une dernière question. Si Marie-Stella n'avait pas fait le karaté, elle ferait quel sport? C'est pour voir quel profil je vais ramener sur ce plateau. Basket. Basket. La prochaine une fois, basketteuse? on va amener une Moi, basket. j'aime bien le basket. Je suis juste pas faite pour le basket. Je pense que si vous l'aviez fait, vous aurez pris un peu plus de taille et vous serez à vos niveaux, J'ai essayé, c'était catastrophique. Mais par contre, moi, je vous dis de beaucoup plus faire le portrait des filles et femmes dans le sport martial. Le sport de combat, c'est important. D'accord. Et ça protège également. Oui, ça protège. Du MMA. Voilà, MMA, kickboxing, wushu, judo, il y en a. Au Bénin, des filles et des femmes qui pratiquent. Ok, ben filez-moi des Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette rubrique, Ghislaine. On se fait le câlin pour se dire au revoir. À la fin, dans les couloirs, en quantité, on va reprendre le kata. Non, je ne suis pas forte. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci. Place à présent, justement, à notre prochaine rubrique Éducation aux médias. Notre invité est déjà sur ce plateau. C'est tout de suite. Oui.
Absolument. Alors, à l'ère des réseaux sociaux, le cyberharcèlement se présente comme une porte ouverte aux agressions, menaces ou intimidations répétées en ligne. Il fait partie des dérives de ces plateformes et expose les utilisateurs à divers risques et peut avoir des conséquences importantes sur la vie professionnelle et personnelle. Alors, comment se protéger et que prévoit la loi? Nous en parlons avec notre spécialiste qui est avec nous depuis lundi, Gérier Dabolinon. Bonjour et bienvenue à nouveau. Bonjour Jennifer. Alors, vous êtes entrepreneur spécialiste du live commerce et vente digitale. À quel point, parce que ça fait plusieurs années, je le répète toujours, le cyberharcèlement est-il présent sur les réseaux sociaux? Alors, merci pour la question. Alors, aujourd'hui, le cyberharcèlement est omniprésent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'arrive plus, surtout avec la démocratisation du mobile, on n'arrive plus, les gens n'arrivent plus tellement à faire la différence entre la vie privée et la vie numérique, la vie réelle ou la vie numérique. Ce qui fait donc que très souvent, les gens s'exposent sans le vouloir à des risques de cyberharcèlement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des profils qui sont plus exposés que d'autres? Alors oui, il y en a plusieurs, notamment les personnalités publiques ou encore les influenceurs qui, pour la plupart du temps, exposent leur vie privée. Nous avons également les jeunes, mais aussi les adolescents qui sont plutôt faibles sur le plan, ou du moins plus vulnérables sur le plan émotionnel. On les retrouve souvent sur les réseaux tels que TikTok ou encore Snapchat. Nous avons aussi les femmes et qui sont souvent victimes de sextorsion ou d'agressions sexistes. Et puis nous avons enfin, nous autres les entrepreneurs qui sommes souvent victimes de dénigrement, de sorte à fragiliser tout simplement nos activités. Donc, justement, comment ça se manifeste de façon concrète? Vous avez cité quand même beaucoup de personnes, les jeunes, les personnalités publiques. Comment on vit ça au quotidien? Alors, écoutez, comment ça se vit? Par exemple, le fait que des gens décident de divulguer des informations personnelles vous concernant, ça c'est une forme de cyberharcèlement. Puisque divulguer des informations personnelles, par exemple votre adresse, votre numéro privé, des choses comme ça, ça peut vous nuire. Il y a également le fait que certaines personnes vont s'associer, par exemple, vous prennent pour leur cible et prennent tout le temps à vous dénigrer. Ça également, c'est une forme. Nous avons également l'autre qui est assez répandu au Bénin, qui est je vais appeler ça le chantage. Le chantage par rapport à des vidéos compromettantes et autres. Ça, c'est des choses qui se font souvent et surtout au Bénin ici. D'accord. Et ce qui m'a intéressé, justement, vous avez dit, lorsqu'on est entrepreneur, par exemple, les gens le font. Quel est l'objectif derrière? Est-ce que c'est une sorte de concurrence? Est-ce que c'est pour décrédibiliser? Oui, justement, c'est pour décrédibiliser. Mais au-delà de ça, il y a également que parfois, des personnes animés de mauvaises intentions veulent tout simplement nuire à votre activité parce que, voilà, ça ne les arrange pas que votre activité prospère. Donc, tout ça, ça fait partie, ça s'inscrit dans le cadre du cyberharcèlement. Et est-ce qu'il y a des erreurs qu'on fait, je dirais, sans savoir et qui facilitent, qui favorisent ça? Oui, d'entrée de jeu, comme je le disais, aujourd'hui, avec la démocratisation du mobile, l'erreur est vite partie. Par exemple, le fait de tout simplement partager trop d'informations concernant sa vie privée. Il faut savoir dissocier vraiment sa vie privée de sa vie sur les réseaux sociaux, etc. Mais au-delà de ça, il y a également le fait que les gens sont un peu légers, par exemple, sur la sécurité par rapport, par exemple, aux mots de passe qu'ils utilisent et ces choses-là. Et aussi, il y a, au-delà de tout ça, le fait que parfois, on fait vite confiance à des personnes que l'on rencontre sur Internet. Et vite fait, vous commencez à partager des photos, des contenus intimes vous concernant. C'est un piège, en réalité. Voilà. Et justement, comment, je dirais, éviter cela? Est-ce qu'il y a des outils, des fonctionnalités, des plateformes ou même des méthodes adaptées pour éviter ça? Vous parlez du mot de passe, par exemple. Alors, oui, il y a des méthodes. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ont on va dire, des armes natives par rapport à leur système. Par exemple, nous avons tout ce qui concerne les filtrages
de mots. Okay. Sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de filtrer de sorte à ce que certains commentaires soient tout simplement cachés. Est-ce que tout le monde est au courant de ça? Comment on active? On recherche dans les paramètres ou comment? Oui, c'est dans les paramètres que cela se retrouve. C'est pour ça qu'on sensibilise maintenant, n'est-ce pas? Justement. Donc, il y a ça, mais il y a également le fait que, par exemple, vous pouvez signaler, lorsque vous commencez à être victime de cyberharcèlement, vous pouvez signaler les comptes en question, les bloquer. Vous pouvez également restreindre certains comptes ou certains profils sans que ces personnes ne soient au courant qu'elles sont restreintes. Et vous pouvez aussi, par exemple, à partir de ce moment, les signaler à l'organisme de droit au Bénin. Absolument. Voilà. Alors, on va y aller pas à pas. Je veux qu'on retienne. On filtre déjà le type de commentaires déplaisants, ce qui peut nous être nocif. Au travers de certains Ensuite, mots-clés. également, on restreint le type de profil qui constitue une sorte qui sont à la base du cyberharcèlement pour nous. Alors, quand vous parlez maintenant de protéger sa vie privée, vous savez, malheureusement ou heureusement, certains exposent la vie et c'est ça qui leur génère des likes, etc., leurs enfants, leurs activités, leurs initiatives. À quel degré est-ce qu'il est possible d'exposer un tout petit peu ou pas du tout? Alors, il est important de savoir dissocier les choses. D'accord. Moi, je vous donne mon cas, par exemple. Je ne partage jamais des informations privées sur Internet. Ça. Je ne partage pas des informations de ma famille, des choses sensibles comme ça. En fait, Internet a une mémoire. Exactement. Et peu importe tout ce que vous partagerez, en fait, vous n'aurez jamais la possibilité de tout supprimer. Donc, il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on partage sur Internet pour éviter tout simplement des déconvenus, quoi. Et si vous insistez, si vous voulez afficher votre famille, tout ce que vous réalisez dans la vie, prenez vos dispositions quand même. En tout cas, prenez vos dispositions. Mais je déconseille. Vous déconseillez. Je déconseille fortement de faire ça. De vous exposer parce que là, c'est la porte ouverte au cyberharcèlement. Et vous commenciez à le dire d'ailleurs, les personnalités publiques, les influenceurs sont de plus en plus exposés. Mais que prévoit, est-ce que la loi a prévu quelque chose justement en cette matière-là, le cyberharcèlement? Alors oui, l'OCRC, que nous tous connaissons au Bénin, bien sûr, cet organe-là qui réglemente justement la chose et qui est en mesure d'appliquer des peines, des sanctions. Alors, oui, la loi prévoit, même ne serait-ce que pour des insultes, ces formes de harcèlement-là, la loi prévoit des amendes et même des peines de prison. Absolument. Donc, vous pouvez insulter quelqu'un et vous retrouver en prison. Et justement, des gens prennent de plus en plus cette initiative quand même. Beaucoup ne se laissent plus faire. Lorsqu'il y a déviance tout de suite, certains interpellent. Oui, justement, et c'est le rôle de la sensibilisation, c'est le rôle que nous jouons aujourd'hui, amener les gens à comprendre que lorsque ces cas-là se présentent, il faut les dénoncer pour se protéger et pour également éviter que cela ne se pérennise, ne se répète. Donc, alors, comment détecter rapidement qu'on est en train d'être victime de cyberharcèlement et agir rapidement? Alors, détecter à partir du moment où l'interaction entre un profil et le vôtre n'est plus cordial, ne s'arrête plus au fait d'échanger ou de laisser chacun s'exprimer librement et que ça commence à rentrer dans une forme de on vous met à part, on veut vous humilier. À partir de ce moment, il y a déjà cyberharcèlement. Donc, au-delà de ça maintenant, comment réagir? Comme je le disais au départ, il faut penser à bloquer ces profils-là, les signaler. Il faut les restreindre s'il faut, mais surtout, quand ça se répète, il vaut mieux s'adresser à l'organisme qui s'en occupe. Et si je prends le cas de la sextorsion, vous avez d'ailleurs dit des vidéos compromettantes. Dans ce cas, est-ce que pour sauver sa réputation, la personne n'est pas tentée tout de suite, au lieu de bloquer et de penser à se plaindre à la justice, à peut-être envoyer les sous, parce que généralement c'est ça, à céder au chantage? C'est un piège de le faire. N'est-ce pas? Dans un premier temps, quelqu'un qui commence à vous harceler va s'attendre à ce que vous réagissiez. Il faut éviter de le faire. Il faut éviter de réagir. Et l'autre chose, il ne faut pas céder
alors définitivement, il ne faut pas céder. Est-ce qu'il faut lui dire patienter, je viens non, et puis... certainement pas discuter avec le cyberharceleur, parce que c'est ce que ce dernier veut. Il faut déjà commencer à collecter des preuves. La première chose à faire dans ces conditions, c'est de commencer déjà à rester silencieux, collecter des preuves, à savoir des captures de toutes les conversations et autres, tous les éléments nécessaires qui prouvent justement le cyberharcèlement, les collecter et maintenant, à partir de cette base-là, se présenter devant l'autorité, présenter les preuves. L'OCRC est l'organisme aujourd'hui qui a les outils nécessaires de pouvoir traquer, de pouvoir retrouver des profils, même lorsque ces derniers utilisent des pseudos. Parce que oui, on a la possibilité de détecter votre adresse IP qui est justement le moyen par lequel on peut facilement vous retrouver. Et on peut vous identifier, enfin vous localiser. Vous localiser, oui. Tout à fait. Donc voilà ce qu'il faut faire. Pas. Il ne faut jamais, alors au grand jamais céder. En tout cas, merci beaucoup, Gérier Dabolinon. Et on va peut-être finir par le cas des entrepreneurs qui peut-être n'ont pas assez d'expérience sur justement la toile et qui sont victimes de diverses sortes de cyberharcèlement. À un moment, on déprime, je ne sais pas si ça vous est arrivé. À un moment, on a envie de lâcher, mais comment est-ce qu'on tient et on continue quand même? Alors, quand vous dites que vous êtes entrepreneur, c'est que vous vous préparez à toutes les éventualités. Ah oui. Oui, il faut que vous soyez vraiment armé de courage. J'imagine. Oui, il faut pouvoir tenir. Et lorsque vous vous retrouvez dans des cas comme ça, les dispositions sont là. L'État vous accompagne. Vous avez les organismes qu'il faut pour vous accompagner. Il ne faut juste pas céder. Encore une fois, ça me tient à cœur. Il ne faut pas céder. Il faut juste suivre la loi, prendre les dispositions qu'il faut, et puis voilà. Même si ça vise à vous, par exemple, je donne un exemple, je sais que vous vendez, excusez-moi, des sacs de marque, et par exemple, je dis, oh mon Dieu, mais cette marque, elle est nulle, elle n'a rien à faire. Et à chaque fois, je viens dans vos commentaires, dans vos lives, et je répète ça. Alors, moi, je vous aurais déjà bloqué. D'accord. Je vous aurais déjà bloqué au départ. Maintenant, après, s'il faut insister, si ça persiste, comme je l'ai dit, moi-même je l'ai dit tout à l'heure, on peut porter plainte. Donc, je serai le premier à aller... En tout cas, merci beaucoup à vous pour toutes ces informations qui nous édifient au quotidien depuis quelques semaines. Je rappelle, Gérier Dabolinon, que vous êtes entrepreneur, mais également spécialiste du live commerce et de la vente digitale. Je vous raccompagne, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et on passe à présent à la revue de presse. La revue de presse, le tour donc des journaux ce matin, assez d'informations variées certainement, que Marcel Arrossi a pris le soin de collecter, de concocter, de travailler pour ensuite nous présenter. Alors, de quoi s'agira-t-il? On le découvrira pendant qu'il est en train de s'installer. Marcel Arrossi qui est en train de faire son entrée sur ce plateau. Bonjour Marcel. Jennifer Sakivi, bonjour. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? Vous avez bien commencé à le dire, à l'indiquer. La presse du jour, dans son ensemble, nous parle politique, recomposition et échéance décisive. Ce matin, les journaux auscultent la nouvelle Assemblée, sondent le perchoir et balisent surtout la voie pour la présidentielle. La nation ouvre le bal et interroge l'après-législative. Des attentes vis-à-vis de la nouvelle Assemblée, titre le quotidien public qui convoque une image forte, presque prophétique ce matin. La nation rappelle et met en perspective cette phrase du président Patrice Talon, lancée comme une masterclass politique à la jeunesse. Des partis différents peut-être, mais des oiseaux de même plumage, et les faits aujourd'hui semblent lui donner raison. La nation observe une assemblée où les lignes idéologiques sont désormais un peu floues quand même, presque effacées, où d'anciens députés du parti Les Démocrates vont siéger désormais sous les couleurs de la mouvance sans que l'électeur n'y trouve rien à redire. Pour le journal, c'est une mue politique. La 10e législature acte la fin de l'opposition de principe, enterre donc la contestation aveugle et va installer un nouveau logiciel. Responsabilité, critique, constructive, priorité
aux résultats. Le contrôle parlementaire, insiste la nation, ne doit plus bloquer l'action publique, mais l'améliorer désormais. Fraternité, lui, va descendre dans l'arène du perchoir. Le journal scrute et écrit ceci: tractation pour le perchoir, la mouvance à l'épreuve de la cohésion. Qui pour succéder à Louis-Yves Lavonu? Point d'interrogation. À ce stade, Fraternité temporise. Aucun nom n'est acquis, mais tous les scénarios sont sur la table, selon le journal. Dans les rangs de l'Union progressiste, le renouveau majoritaire avec 60 députés, les prétendants s'avancent. Joseph Diogbenou, par exemple, juriste rompu aux arcanes de l'État. Luc Atropo, le maire bâtisseur à l'ambition nationale assumée. Louis-Yves Lavonu, pour l'option de la continuité. Orden Aladati, Gérard Benonchi, Ake Natande, les hommes d'expérience. Mais Fraternité va élargir le cadre. Et si la surprise venait des profils discrets? Et si la région Nord faisait enfin son entrée dans l'histoire du perchoir? Et si surtout le genre brisait le plafond de verre avec qui? Claudine Afiavi Prudencio, point d'interrogation. Plus audacieux encore, le journal ouvre une brèche politique. Et si le perchoir revenait au bloc républicain, minoritaire mais incontournable? Biotiane, Barthélémy Cassa, Francis Cotogbian. Et c'est ici que Fraternité va rappeler que dans la mouvance, l'arbitre ultime reste le fédérateur en chef. Vous le connaissez. Même tempo du côté de Matin Libre, mais ton plus direct ici, qui pour prendre le perchoir, titre également ce journal. La question claque ici comme un refrain politique. Le journal projette déjà le 8 février 2026, jour d'installation de la 10e législature, et deux noms reviennent avec insistance: Joseph Diogbenou et Abdoulaye Biotiane, deux présidents de parti, deux poids lourds du système, difficilement imaginables en simple députés. Pour Matin Libre, l'un au perchoir, l'autre devra forcément viser plus haut, ministère, Sénat ou autre fauteuil d'influence. Mais attention, prévient le quotidien, un outsider loyal au régime peut surgir comme en 2019. Le suspense reste entier. Bénin Intelligent informe et sécurise plutôt le processus présidentiel. Tirage au sort effectué, l'ordre des logos sur le bulletin unique est désormais connu pour le 12 avril prochain. Un rituel républicain codifié qui consacre donc l'égalité de traitement et renforce la transparence. Le matinal complète et va détailler deux duos en lice, deux positions sur le bulletin. Au terme du tirage, le duo Talata Wadayi en première position, le duo Hunkpe Hunwanu en deuxième. La Sénat, par la voix donc de Saka Lafia, son président, rappelle la suite: vérification des logos, conformité des couleurs, ultime validation. Et puis, la machine électorale est lancée. Et voilà, merci donc Marcel Arrossi avec vous. On a fait le tour des journaux, des informations assez variées, hein, je le disais, plusieurs publications sur des thématiques d'actualité. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain toujours avec la même pêche et le même sourire.